Eh bien bonjour, bienvenue au 43e petit déjeuner du commerce 4.0, déjà le 43e. Non, en fait c'est le 44e parce qu'on a dupliqué celui sur la NRF et les technologies appliquées au commerce auquel vous avez assisté la dernière fois, on l'a dupliqué sur les campus européens. Je voudrais dès à présent vous présenter les excuses de notre présidente, Madame Elisabeth Dener, qui a été retenue ce matin, par quelques empêchements, mais donc évidemment de tout cœur avec nous, comme d'habitude. Ce matin, pénurie et hausse des prix des matières premières, quelles leçons à tirer en matière de supply chain? Le thème, vous avouerez, est d'une grande actualité, même si, évidemment, les travaux de la chaire, c'est toujours, notamment en invitant, et je remercie déjà nos invités, en invitant des chercheurs pour cadrer et dialoguer avec le monde professionnel. Mais ce thème me renvoie aussi à ma jeunesse, il y a bien longtemps, académique, dans les années 80, où j'ai commencé ma carrière, et mes deux maîtres de l'époque, le doyen Gilles Paquet, qui m'avait recruté à l'Université d'Ottawa, et le doyen Sylvain Vicam, qui est un des fondateurs de Dauphine et qui a été un de mes maîtres d'apprentissage dans le monde académique pendant longtemps, dans la lignée des travaux d'Emery et Trist, de travaux plus généraux de Toffler, le grand prospectiviste, ou même de Peter Drucker et ses nouvelles réalités, avaient théorisé dès les années 80, l'un et l'autre, une économie d'un nouveau genre. Pour l'un, le doyen Paquet, une économie du tohu-bohu, métaphore biblique. Pour l'autre, le doyen Vicam, une économie à horizon court, incertaine. Dans les deux cas, ces deux types d'économies qu'ils avaient théorisées présentaient les mêmes caractéristiques. La grande bascule, formule de Lionel Stoléru, qui signalait la globalisation et la mondialisation des transactions, la dépendance de plus en plus croissante à l'égard des fournisseurs internationaux, l'imprévisibilité des marchés, horizon court, incertitude, la sortie des déterminismes de consommation et la dilatation des désirs des consommateurs. On a connu dans les années 70 le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais là c'était le droit des consommateurs à disposer d'eux-mêmes, et je vous invite à relire un excellent ouvrage du professeur Vicam paru à cette époque, Vers une société des consommateurs. L'indétermination ou la détermination des pratiques de consommation. La volatilité des prix due à une croissance mondiale exacerbée, et puis les deux signalaient aussi des risques géopolitiques du fait de l'effondrement de la stabilité organisée par la guerre froide. Je crois que nous y sommes. Nous avons là tous ces ingrédients qui avaient été déjà pensés à cette époque, nous les avons dans le contexte actuel. Alors, pour parler et traiter ce thème, je remercie vivement monsieur le professeur Jean-Marc Daniel, un vieux complice et bien connu évidemment de tous, et un professeur émérite de notre école. Il va rougir, mais c'est sans doute le meilleur théoricien et historien de la pensée économique que je connaisse, et je le remercie vivement dans un emploi du temps très chargé de ce matin sacrifié au plateau de télévision pour venir dans ce cénacle plus académique. Et puis je remercie nos trois experts professionnels, comme d'habitude, c'est ça aussi la logique de la chaire, faire dialoguer des chercheurs avec des professionnels. Monsieur Brier, qui est chef de produit acheteur chez Truffaut. Je crois que les crises à la fois du Covid et en même temps ukrainiennes, etc., ont impacté pas mal l'activité dont il s'occupe. Monsieur Thomas Morisset, donc de Valrhona, qui est vice-président de la supply chain chez Valrhona, là aussi, les questions d'approvisionnement en matière alimentaire, de chocolat, etc. Et puis Madame Céline Gauche, directrice générale de Sofivette, dans le domaine plutôt animalier. Merci vivement à tous les quatre de participer ce matin, et sans plus tarder, je vais laisser la parole au professeur Daniel en rappelant la règle du jeu habituelle. Il n'y a pas de questions entre les interventions, donc on groupe l'ensemble des interventions et ensuite on traitera les questions. Vous êtes, comme depuis 2 ans, je dirais à distance, et non pas à quelques personnes près, que je remercie d'être venus vous représenter la partie présentielle, comme on dit aujourd'hui, de cette conférence de ce matin. Mais autrement, donc, les questions seront traitées par rapport à la chatbox ou la boîte des questions, et nous les reformulerons, grouperons, synthétiserons comme nous le faisons d'habitude, et notamment, c'est le travail que fait notre coordinatrice générale, le docteur Christelle Fournel. Sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Jean-Marc Daniel. Mon cher Jean-Marc, je te laisse le pupitre. Merci. Non. Oui. Bien, merci. Bonjour à tous, où que vous soyez. Et donc, je vais effectivement en une demi-heure, moi, intervenir sur ce que peut dire un économiste, un macroéconomiste, de l'évolution des prix, et notamment de ce terme, qui est un terme que l'on utilise beaucoup, de façon un peu galvaudée d'ailleurs, qui est l'inflation. Est-ce qu'il y a une nouvelle menace inflationniste?
par rapport à ce que nous avons connu. Tu parlais des années 80. Dans les années 80, il y a eu une vraie rupture dans le rapport des politiques économiques à l'inflation. Précédemment, d'entre 1945 et 1979, dans la plupart des pays, on gérait l'inflation par ce qu'on appelait les politiques des revenus. C'est-à-dire qu'on mettait en place un contrôle des prix et des négociations avec les salaires pour éviter les boucles prix-salaire. Et ça avait comme conséquence d'entretenir l'inflation, puisque les gens qui allaient voir le système de contrôle des prix mettaient en avant tout un tas de raisons pour qu'on les autorise à augmenter leurs prix, et donc de ce fait, systématiquement, les prix augmentaient. Et donc ça a atteint ses limites. L'administration de Nixon aux États-Unis avait mené une politique des revenus, et puis Carter, c'est les démocrates qui ont cassé l'inflation par la politique monétaire et par la concurrence. Alors depuis, il n'y a plus d'inflation. Est-ce qu'on va de nouveau connaître de l'inflation? Et est-ce que la réponse qui avait été apportée, qui nous a permis de nous débarrasser de l'inflation par la politique monétaire, est-ce que cette réponse est la bonne réponse? Alors, ce que je vais essayer de dire, alors, s'il y a des slides qui passent, je fais comment? J'appuie. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de donner une vraie définition de l'inflation. Il y a une distinction entre inflation et hausse des prix. En fait, l'inflation, telle qu'elle est définie ici, c'est la définition qu'en donne l'INSEE. L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Donc, elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble. C'est-à-dire que l'inflation, c'est la destruction du pouvoir d'achat de la monnaie. Mon prochain papier dans les Échos, je soulignerai que cette année, ce mois-ci, ces quelques derniers jours, le franc suisse est égal à l'euro. Un franc suisse égale 1 euro. Et le franc suisse a été créé pour égal au franc. Donc un franc suisse égale un franc français. En 1913, un franc suisse égale un franc français. Depuis, l'unité monétaire en France a été divisée par 656. Par rapport au franc suisse. C'est-à-dire que le franc français, c'est la monnaie française, l'unité monétaire française qui a été divisée par 100 puis par 6,56. C'est dévalué de 99,98% par rapport au franc suisse. Donc là, il y a eu inflation. Et est-ce que ça veut dire que tous les prix ont suivi? Pas forcément. Alors, on mesure ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on mesure cette inflation par l'indice des prix, et l'indice des prix à la consommation. Donc, c'est directement le commerce qui est concerné. Vous avez tout un débat sur le fait de savoir, est-ce qu'on tient bien compte du logement dans l'évolution des prix et du pouvoir d'achat, sachant que le logement, c'est à la fois une consommation. On a besoin de se loger au jour le jour, et c'est un investissement. Et c'est même une partie essentielle du patrimoine des agents économiques. Mais alors, je vais revenir à augmentation générale et durable des prix. Est-ce que nous sommes dans une situation où l'ensemble des prix augmente? C'est-à-dire, pour qu'il y ait inflation, il y a ce qu'on appelle, alors en économie, on appelle ça l'effet Ricardo. C'est-à-dire que tous les prix augmentent et augmentent pratiquement au même rythme, les distorsions pouvant apparaître pour des effets de productivité relative. C'est-à-dire que dans l'industrie, si on fait des gains de productivité, on est en situation de pouvoir augmenter moins ses prix que dans les endroits où il n'y a pas de gain de productivité. Mais globalement, tous les prix augmentent. Et puis, il y a des situations qu'on appelle en effet Cantillon, où certains prix augmentent avec des déformations du pouvoir d'achat et des déformations du pouvoir relatif des opérateurs économiques par la déformation des prix. Alors, ce que je vais développer, c'est que je pense que nous sommes en situation d'effet Cantillon et pas d'inflation. Et donc, la question que je me poserai à la fin, c'est est-ce que la politique monétaire, qui a été la bonne réponse à l'inflation, c'est-à-dire à la situation des années 60-70, est-ce que cette politique monétaire va être la bonne réponse? Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment elle le sera. Alors, une fois qu'on a donné la définition, donc j'insiste sur l'inflation, c'est une hausse durable et générale des prix, et pour l'instant, je pense que nous sommes plutôt en situation d'effet Cantillon. Alors après, quelle est l'origine de l'inflation? Quelles sont les raisons pour lesquelles les prix augmentent? Alors, à l'époque où je voyais régulièrement des étudiants, je commençais le cours en leur rappelant les 10 principes de Mankiw. Dans notre génération, c'était Samuelson qui était la référence des économistes. Le manuel d'économie de référence était celui de Samuelson. Maintenant, à la surface de la planète, 80% des étudiants en économie utilisent le livre de Nicolas Grégory Mankiw. Et donc, il a résumé, à la fin du livre, il résume ce que savent les économistes en 10 principes. Et donc, dans ces 10 principes, il y a le numéro 8 qui, à mon avis, est essentiel, c'est le pouvoir d'achat d'un pays dépend de sa capacité à produire des biens et des services. C'est-à-dire que le revenu est égal à la production.
Bon, donc ça peut se formaliser de façon plus ou moins élaborée sur le plan mathématique. Mais il y a cette idée que s'il n'y a pas de la production en regard de la distribution des revenus, on crée ce qu'on appelle un gap inflationniste, c'est-à-dire on crée une distorsion entre l'offre et la demande qui va se résorber soit par une hausse des prix, soit par un apport extérieur de production. C'est-à-dire que la situation normale de l'économie, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat au rythme de l'augmentation de la production et de l'efficacité de l'appareil productif. Et toute distorsion dans l'évolution entre les deux va se traduire soit par des importations, soit par de l'inflation. Bon. On est plutôt dans une situation où le pouvoir d'achat, et notamment c'est le cas en France, où le pouvoir d'achat a été déconnecté de la production. Et donc, on est en situation de gap inflationniste. C'est le quoi qu'il en coûte de la Covid. Bon, ça, c'était à peu près compréhensible, mais c'est la poursuite au travers d'une substitution systématique de la dette à la production. On le voit avec le chèque énergie. Le chèque énergie, ça consiste effectivement à essayer de maintenir le revenu des gens indépendamment de l'évolution de la production et de l'évolution de la structure des prix. C'est de contourner l'évolution des prix en essayant de faire en sorte que on distribue par la dette du revenu qui est déconnecté de la production. Alors ça conduit au principe 9, c'est-à-dire que les prix augmentent lorsque les autorités publiques impriment trop de monnaie. Sur le plan théorique, ça veut dire que l'origine, une des premières et une des plus fortes origines des hausses des prix et d'inflation, c'est le déficit budgétaire, et le déficit budgétaire en situation effectivement de pérennité de ce déficit budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a de l'inflation parce qu'il y a des déficits budgétaires qui se consolident. Dans l'analyse de l'inflation des années 60-70, vous aviez, donc ça a été résumé par l'OCDE dans ce qu'on appelle le rapport McCracken, vous aviez une double origine de l'inflation qui était effectivement le déficit budgétaire, notamment des États-Unis, et la distorsion entre les gains de productivité et l'évolution des salaires. Et alors on arrive au point 10, c'est-à-dire il existe un arbitrage entre inflation et chômage, c'est-à-dire que l'inflation, elle est issue de la disparition de la concurrence sur le marché du travail. Et si on remonte au point 5 et 6, la liberté des échanges peut améliorer la situation de tous. C'est-à-dire que les importations, c'est un moyen, effectivement, de compenser le gap inflationniste. Et les marchés en situation de concurrence sont généralement un bon mécanisme. C'est-à-dire que, pour résumer ce que dit Mankiw, il y a inflation s'il y a une distorsion entre l'offre et la demande, distorsion en général qui est entretenue par la distribution de pouvoir d'achat, par le déficit budgétaire, et distorsion qui va se résorber soit par des importations, soit par de l'inflation. Bien, alors on regarde maintenant ce qui s'est passé dans le temps. Donc là, vous avez l'évolution des prix depuis, c'est l'INSEE qui fait ça, c'est depuis le début du XXe siècle. Donc, vous voyez les grandes poussées d'inflation, c'est essentiellement les guerres, donc les déficits budgétaires colossaux. Hein. Je rappelle qu'en 1943, le déficit budgétaire atteignait 43% du PIB. Alors, il faut dire que le PIB avait été réduit et le déficit budgétaire considérablement accru. L'année où on a fait le plus de déficit budgétaire depuis le début du XXe siècle, c'est l'année 2020 où on a fait 9% de déficit budgétaire. Donc, vous avez première inflation, celle du déficit budgétaire liée à la guerre, c'est-à-dire que la guerre, elle a comme conséquence de maintenir plus ou moins le pouvoir d'achat avec une production qui se rétracte. Donc, vous avez un gap inflationniste qui est pareil. Puis ensuite, vous avez la grande inflation des années 60-70, qui est une inflation qui est liée là aussi au déficit budgétaire et à la distorsion entre l'évolution de productivité et les salaires, c'est-à-dire une inflation où il n'y a pas de chômage. Et puis, il y a une forme de chômage qui apparaît, c'est la stagflation, mais l'inflation, elle est liée effectivement au fait qu'il n'y a pas assez de concurrence, notamment sur le marché du travail. Et puis, à partir de 1980, tout le monde se débarrasse de l'inflation, la France y compris, donc il n'y a plus d'inflation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit mal, parce que il y a un petit pic d'inflation en 2008. Pourquoi il y a un pic d'inflation en 2008 ? Parce que le prix du pétrole atteint $147 le baril. C'est-à-dire, en dollars d'aujourd'hui, il atteint $155 le baril. Donc, il est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. La différence, néanmoins, c'est qu'à la pompe, le prix de l'essence est moins élevé pour le consommateur français. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque,
nous avons un euro fort, c'est-à-dire l'euro est pratiquement à 1,40. Le prix du pétrole tourne autour à l'époque entre 90 euros et 100 euros, alors qu'à l'heure actuelle, le prix du pétrole est à 130, 120, 130 euros le baril. Pourquoi on est dans cette situation? Parce que la réponse de la Banque centrale est de faire monter les taux d'intérêt, ce qui a comme conséquence de faire monter l'euro. Et à l'époque, il y a tout un débat. Est-ce que la réponse par la hausse des taux d'intérêt est une bonne réponse face à une inflation qui est totalement importée? La hausse des taux d'intérêt, ça signifie que les entreprises vont moins investir, qu'il va y avoir moins d'emprunts, qu'il va y avoir moins de crédits distribués, alors que l'inflation, elle est liée à la hausse du prix importé du pétrole. Et donc, on va retrouver ce débat aujourd'hui. Ici, vous avez la même chose de façon plus resserrée. Donc, vous retrouvez des pics d'inflation. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que les grands pics d'inflation que vous avez une tendance générale à l'inflation qui, des années 50-60 jusqu'au début des années 80, donc jusqu'aux décisions de 1979-1980 qui consistent à abandonner la politique des revenus et à passer à la politique monétaire. Et puis, vous avez les pics d'inflation qui sont effectivement 1949, 1958, 1959, 1960, et puis les années 70 et 2008. Et donc, tous ces pics d'inflation correspondent à une augmentation du coût des importations, c'est-à-dire correspondent à une détérioration des termes de l'échange. Pourquoi ? 1948-49, c'est la dévaluation. Je rappelle qu'en 1948, on a dévalué de 80% le franc par rapport au dollar. Et donc, vous avez eu une poussée d'inflation. Ensuite, vous avez le nouveau franc. Le nouveau franc, on dévalue de nouveau, cette fois-ci de 20%. Mais de nouveau, vous avez une poussée d'inflation. Vous avez les chocs pétroliers et vous avez le choc pétrolier de 2008. Donc, vous aviez une tendance générale à l'inflation qui a été cassée. Et puis, vous avez des poussées par rapport à cette tendance générale qui sont liées à l'évolution du prix des importations, soit du fait des dévaluations, soit du fait des chocs pétroliers. Donc l'enjeu, c'est est-ce qu'on est dans la tendance générale 1960-1980, avec une tendance à l'augmentation régulière des prix, ou est-ce qu'on est dans une tendance où il y a des chocs sur nos prix qui sont liés à l'augmentation du prix des importations, augmentation de tous les prix des importations, c'est-à-dire ça c'est les deux dévaluations de la 4e République, ou est-ce que c'est des chocs pétroliers? Alors, ici, vous avez, ce qui est intéressant, c'est que les économistes, pour essayer de sortir du dilemme du choc pétrolier, ont construit ce qu'on appelle une inflation sous-jacente, le cœur d'inflation. Et donc, l'inflation sous-jacente, c'est l'inflation hors le choc pétrolier, hors le choc également sur les matières premières, éléments alimentaires, parce qu'elles sont extrêmement volatiles. Et donc, vous avez ici une inflation sous-jacente qui est... alors, il y a l'IPCH et l'IPC. Pourquoi on utilise les deux? L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation calculé par l'INSEE, et l'IPCH, c'est celui calculé par Eurostat. Donc, il y a une légère distorsion entre les deux, qui est la façon dont on pondère au niveau européen le logement par rapport à la façon dont on le pondère au niveau français. La conséquence, c'est que comme c'est un des grands débats, vous avez tout un tas de gens qui critiquent l'INSEE en disant qu'on sous-pondère le logement, ce qui fait qu'on ignore la réalité de ce que vivent les Français dans l'indice des prix à la consommation. Alors, pourquoi l'INSEE le sous-pondère? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont indexées sur l'indice des prix à la consommation. Donc, pour l'INSEE, vous avez une sorte d'indice des prix harmonisé qui est plutôt celui qui est économique, et l'IPC, c'est celui qui est plutôt juridique. Je rappelle que les pensions alimentaires, les loyers, tout un tas de choses sont indexés sur l'IPC. Et donc, il y a aussi, non pas une pression, mais enfin, sur l'INSEE, mais une vision de l'INSEE dans laquelle il ne faut pas surpondérer certains éléments dans l'évolution des prix qui sont indexés et des revenus qui sont indexés. Ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est qu'on voit bien que l'inflation, le cœur d'inflation, est assez systématiquement en dessous de 2%, qui est l'objectif normal que se donnent les banques centrales. Et même dans la phase actuelle, on a une inflation qui est une inflation sous-jacente, qui est la vraie inflation, qui est l'indice du niveau général des prix, qui est l'évolution générale et durable, qui est contenue entre 1 et 1,5%. Vous avez même des périodes qui étaient les périodes, donc la période 2020,
pour des raisons, alors l'INSEE avait du mal à calculer l'indice des prix, puisqu'il y avait des magasins qui étaient fermés. Donc, par définition, savoir comment évoluaient les prix. Mais vous n'aviez pas d'inflation. Donc, si on résume le constat historique, c'est que vous avez eu une vraie période d'inflation, qui était la période des années 50, 60, 70, dont on s'est débarrassé par la politique monétaire restrictive et par ce qu'on appelle les politiques conventionnelles, c'est-à-dire des hausses de taux. Et puis, vous avez des poussées d'inflation, des poussées de hausse des prix, des effets cantillons, qui ont été dus au prix des importations, soit organisés par des dévaluations, soit subis par l'évolution du prix du pétrole. Et donc, si on regarde enfin, vous avez une évolution du revenu disponible brut et puis son pouvoir d'achat. Et donc, le pouvoir d'achat a été maintenu. Les seules 2 années où le pouvoir d'achat a été cassé, alors c'est pas très... C'est 1983 et 2013, c'est-à-dire, dans les 2 cas, c'est la gestion, c'était un président socialiste. Donc, c'est pas très glorieux pour les défenseurs naturels, normalement, du monde du travail. Bon. Mais, et donc, en fait, on voit bien que le pouvoir d'achat, lui, il a une sorte d'évolution qui est une évolution qui est relativement déconnectée d'achat, qui est assez bien corrélé, d'ailleurs, heureusement, avec 2 éléments, la productivité et puis le déficit extérieur. C'est-à-dire que nous maintenons notre pouvoir d'achat. Normalement, nous l'augmentons de façon positive par des gains de productivité. Et puis en France, nous avons tendance à maintenir notre pouvoir d'achat par du déficit budgétaire qui va se traduire par une capacité à dépenser plus, qui va se traduire par du déficit extérieur. Donc, c'est ce que disait Raymond Barre en son temps. Il disait « la France vit au-dessus de ses moyens ». Il reprenait d'ailleurs une formule qui était une formule de René Meyer, qui était le ministre des Finances, qui a supervisé la dévaluation dont j'ai parlé de 1948, et qui était une formule qu'utilisait aussi Jacques Delors. Mais les ministres des Finances ont tendance à dire ça sans que ça ne se concrétise fondamentalement. Alors, la conséquence de ça, c'est que, encore une fois, on a une origine, pour moi, de l'inflation, de la hausse des prix qui n'est pas de l'inflation, qui est un effet cantillon. On a une réponse pour maintenir le pouvoir d'achat qui est une réponse normale en gain de productivité, mais surtout en déficit budgétaire, transfert, maintien d'un niveau de revenu qui n'est pas compatible avec la production. La conséquence, c'est que nous avons un déficit extérieur très important. Alors, ce déficit extérieur, vous avez ici les 4 économies de référence de la zone euro, puisque ce sont les 4 économies qui sont appuyées sur la même politique monétaire maintenant. Dans ces 4 économies, vous retrouvez ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire l'excédent systématique de l'Allemagne depuis les réformes Schröder. Et donc l'Allemagne accumule des excédents extérieurs qu'elle replace. C'est-à-dire l'Allemagne est en train de nous racheter. On aurait la même chose avec le Japon. Le Japon accumule des excédents extérieurs et rachète le reste du monde. Et puis, vous avez les réformes qui ont été menées en Italie, notamment, vous avez toute la période qui commence après la crise de l'euro, 2011-2012. Vous avez les réformes qui ont été annoncées et mises en place par Mario Monti, même s'il n'est pas resté très longtemps. Et depuis, la situation de l'Italie, en termes d'évolution de son excédent extérieur, est positive. Une des conséquences, c'est que le pouvoir d'achat des Italiens a baissé. C'est un pays où les productivités baissent et donc où le pouvoir d'achat baisse, ce qui fait que, comme ils ont moins de pouvoir d'achat, ils consomment moins. Comme ils consomment moins, ils dégagent des excédents extérieurs. Vous avez une situation analogue en Espagne. Vous voyez, 2008-2009, le déficit extérieur de l'Espagne, la distorsion qu'il y avait en Espagne entre le niveau de vie affiché et le niveau de production. Et donc, ça a conduit au drame de 2009, 2010, 2011. Si je vous avais pris la Grèce, ça aurait été encore plus significatif. La Grèce étant l'archétype d'une économie où le niveau de vie était garanti par la dette. On avait substitué au travail de la dette, et de la dette qui était indolore, parce que le niveau des taux d'intérêt était le même niveau que tout intérêt que ceux de l'Allemagne, alors que les marchés, normalement, auraient dû sanctionner la dérive de l'économie grecque. Et puis, vous avez la France, et donc la France, à partir de 2002-2003,
est en déficit, un déficit qui n'est pas considérable, hein, mais qui en cumulé, c'est que la France désormais a un avoir extérieur net négatif, c'est-à-dire ce que les gens possèdent chez nous par rapport à ce que nous possédons à l'étranger, qui est de moins 700 milliards d'euros. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai vu des étudiants, je leur ai rappelé qu'au rythme où vont les choses, ils allaient avoir à payer ma retraite et celle des Norvégiens, puisque le principal investisseur sur un certain nombre d'activités économiques françaises, c'est le Fonds souverain norvégien, et qu'ils n'y arriveraient pas. Donc, je renouvelle le message partout où je passe. Et donc, entre les Norvégiens et moi, il ne faut pas se tromper. Au moment où il faudra faire défaut, c'est sur les Norvégiens qu'il faut faire défaut, ce n'est pas sur ma retraite. Ça, c'était le moment important de mon intervention. Et donc, toute plaisanterie mise à part, vous avez effectivement une situation dans laquelle on a maintenu le pouvoir d'achat, on a maintenu le niveau de vie de la population par de la dette, et de la dette qui a été placée à l'extérieur, donc sous forme de dette publique. 1200 milliards d'euros de dette publique française sont détenus par des étrangers, notamment par le Fonds souverain norvégien. Et puis, par de la dette, nos entreprises, vous savez que l'avenue Montaigne est détenue à 80% maintenant par des fonds étrangers. Et donc, un certain nombre d'éléments de notre patrimoine générateur de ressources futures sont détenus par des étrangers. Alors, donc vous avez ici le même résultat, c'est-à-dire la situation du bilan d'épargne, c'est-à-dire la situation de déficit de la balance des paiements courants. Et on voit bien que l'explication, c'est soit un manque d'épargne privée, soit un manque d'épargne publique, T-G. Et on voit bien que l'essentiel du découvert, aussi bien en France qu'aux États-Unis, hein, moins 3,2, moins 6,% en pourcentage du PIB, c'est la réponse par le déficit budgétaire à la distorsion entre la production et le revenu espéré des Français. Les Français ont maintient leur pouvoir d'achat. Il y a un niveau de production qui est un niveau de production qui ne suit pas les attentes de la population. Et donc, on répond par du déficit budgétaire qui se traduit par du déficit extérieur. Bon. Alors, face à ça, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le premier élément, c'est effectivement si on veut combattre l'inflation et si on veut réduire durablement la tension inflationniste, eh bien, il faut pratiquer la vérité sur les revenus, c'est-à-dire il faut rééquilibrer les comptes publics. Si vous m'écoutez régulièrement, vous ne serez pas surpris. Ça fait 40 ans que je dis ça avec un succès relatif, puisque depuis le temps que je le dis, je n'ai jamais vu un budget équilibré. Bon. Et donc, à titre personnel, je suis régulièrement auditionné par la commission des finances du Sénat et par celle de l'Assemblée. Je les insulte en disant « Mais comment avez-vous pu voter un budget qui n'était pas en équilibre ?» La réponse en général, c'est, vous savez, mais on est d'accord avec vous, mais le peuple n'est pas mûr. Le peuple n'est pas mûr. Moyennant quoi, on ruine la génération future en vendant l'avenue Montaigne et la bourse et notre dette publique. Donc, premier élément, je pense que le deuxième élément, c'est qu'il y a effet Cantillon. Et je l'ai dit, ce qui avait permis de limiter les dégâts en juillet 2008, c'est la hausse des taux. Vous vous souvenez qu'à l'époque, tout le monde s'était abattu sur Jean-Claude Trichet en disant qu'il était à côté de la réalité en augmentant les taux, alors que l'inflation n'était pas une inflation liée à un excès de crédit. Bon, il s'était assez mal défendu. Je pense que maintenant, les banques centrales ont bien compris que la seule arme qu'elles ont à l'heure actuelle pour limiter les conséquences des hausses de prix, notamment de matières premières, c'est le taux de change. Et donc, vous avez un débat qui s'est mis en place à l'heure actuelle entre les grandes banques centrales. D'un côté, la Banque du Japon a maintenu sa position, elle a affiché ça de façon très très précise au mois de janvier dernier, en indiquant qu'elle ne changerait pas la politique qu'elle mène de quantitative easing, c'est-à-dire de taux d'intérêt très bas et de rachat systématique de la dette publique. La Banque d'Angleterre a indiqué qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, en ne donnant aucune valeur au temps au travers des taux d'intérêt très bas, et en ayant comme conséquence une érosion systématique du taux de change par rapport aux autres monnaies. Et donc la Banque d'Angleterre a initié une augmentation de ses taux d'intérêt avec une conséquence qui est assez nette, c'est que la livre sterling, qui était descendue au moment du Brexit à pratiquement 1 euro, elle est descendue jusqu'à 1,04 et maintenant à 1,2. Et donc, quand vous regardez la situation d'inflation au Royaume-Uni, vous avez une désinflation qui est en train d'être importée par la baisse du prix des importations, notamment de son principal partenaire commercial, qui est la zone euro.
Et puis, vous avez la position, c'est de dire néanmoins, le véritable danger, ce serait une faillite de l'État. Et donc, nous allons continuer à acheter la dette publique pour éviter que l'État ne soit en situation de difficulté. Aux États-Unis, la position, c'est on va remonter les taux de façon à essayer de garantir une forme de souveraineté absolue du dollar sur le reste de l'économie, et on va arrêter les programmes d'achat de dette publique parce que l'administration démocrate est dans une situation de déficit extérieur tel qu'il faut corriger ce déficit extérieur, il faut corriger le déficit budgétaire. La BCE, elle est confrontée à un problème, c'est-à-dire qu'elle va augmenter ses taux, mais dans la politique de rachat, elle a un certain nombre de gens qui disent il faut arrêter les politiques de rachat pour que les pays qui sont en situation d'avoir un déficit budgétaire important corrigent leur attitude. Et donc, la conséquence, c'est que les pays qui sont dans cette situation hurlent au sadisme des pays qui sont en situation d'excédent budgétaire. Je rappelle que notre président de la République, au sommet d'Aix-la-Chapelle, quand il a reçu le prix Charlemagne en 2018, avait dit « Il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux ». Il faut dire qu'il en est bien débarrassé, vu la situation de nos finances publiques et de notre commerce extérieur. Et donc, la BCE, quoi qu'il arrive, même si elle va négocier probablement avec la France et l'Italie un programme de réduction du déficit budgétaire, la BCE va augmenter ses taux. Donc, pour conclure, je pense que nous ne sommes pas en période d'inflation, en ce sens que nous n'allons pas reconnaître l'augmentation générale du niveau des prix. Le deuxième élément, c'est qu'il va y avoir un effet Cantillon. Certains prix vont augmenter. Donc là, j'ai pris une citation qui est une citation de Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat dénonçait Malthus et ce qu'il appelait la théorie de la disette. Il expliquait que le véritable danger en économie, c'était la théorie de la disette, c'est-à-dire des restrictions apportées à un certain nombre d'activités économiques au nom du bien-être futur, donc ce que proposait Malthus, alors que ça ne correspond pas à l'état d'esprit de la population. La population réclame davantage de consommation et d'abondance. Alors, je pense néanmoins que, par-delà la théorie de la disette, il y a un vrai enjeu qui est l'enjeu climatique. Et donc, l'effet Cantillon va être amplifié par la nécessité de basculer la fiscalité vers la fiscalité carbone. En France en particulier, le prix de la tonne de carbone incorporée dans le système fiscal est de 40 € la tonne, 44 €. En Suède, on est à 180 €. Et ce qui avait été voté par François Hollande, à l'époque de François Hollande, c'était 88 € cette année. On a 44 € de retard par rapport... Bon. Alors vous me direz, le prix du pétrole a quand même augmenté et l'effet dissuasif, la rente pétrolière n'est plus portée par la taxe carbone, elle est portée par l'Arabie Saoudite. Bon, très bien. Donc en soi, sur le plan économique, ce n'est pas... Néanmoins, une fois que le dégonflement aura lieu sur le prix du pétrole, si tant est qu'il redescende, ce qu'on a déjà vu, mais il faudra maintenir des prix de l'énergie élevés. Et donc, il va y avoir un effet Cantillon qui ne doit pas être porté par une volonté de systématiquement punir la population, mais qui doit être orienté vers le fait qu'il y a des consommations dont le prix doit systématiquement être plus important pour en réduire la réalité. On ne peut pas continuer à massacrer la planète pour avoir de l'énergie pas chère. Et on ne peut pas continuer à subventionner par du déficit budgétaire le massacre de la planète au travers de l'utilisation du pétrole au nom de la mobilité et de la peur des gilets jaunes. Il y a un moment où il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Donc, premier élément, il va y avoir... deuxième élément, je pense que le régulateur ultime pour contenir la tendance inflationniste qui avait été dans les années 50-60, pour éviter qu'elle ne revienne, c'est d'utiliser en fait ce qui avait été mis en place dans les années 79-80. Des politiques monétaires restrictives accompagnées d'une politique systématique de promotion de la concurrence. Alors là, vous avez l'éloge de la concurrence, c'est un éloge que j'aime bien parce qu'il a été fait par Dupont de Nemours. Et ce qui est intéressant, c'est que Dupont de Nemours, une fois qu'il a eu créé son entreprise de chimie avec son fils, la première chose qu'il est allé voir, il est allé voir le président Jefferson et il a négocié avec lui le monopole de fourniture de la poudre pour l'armée américaine, de façon à ne pas être en concurrence. Et donc, la concurrence, c'est un combat
Tous les chefs d'entreprise sont pour la concurrence à l'université d'été du MEDEF. À la REF, vous discutez avec les gens. Ah, la concurrence, c'est vachement bien, tout ça. Puis après, quand vous les recroisez, ils disent, bah oui, oui. Non, je suis d'accord avec vous, monsieur Daniel, la concurrence. Mais tous nos partenaires commerciaux sont déloyaux. Alors, on ne peut pas jouer le jeu de la concurrence. Donc, je pense qu'il faut que les autorités publiques soient fermes là-dessus. La concurrence est toujours déloyale. Enfin, je parle devant des spécialistes du commerce. On a toujours en face de soi des partenaires qui sont des monstres, des salauds. Bon, mais bon, très bien, mais il faut s'adapter à ça. La conséquence néanmoins de la concurrence, c'est que c'est baisser les prix. Donc, si je me résume de ce que je pense, c'est que, le mot inflation n'est pas approprié. Je pense plutôt qu'on est en situation d'effet cantillon. 2, cet effet cantillon, il se concentre sur 2 blocs, les matières premières alimentaires, l'énergie. Je pense que sur l'énergie, c'est une bonne chose. Et il faut même envisager que les pouvoirs publics maintiennent ou amplifient l'évolution du prix de façon à faire basculer progressivement la consommation d'énergie vers une moindre consommation, vers des énergies qui soient des énergies décarbonées. 3e élément, sur la distorsion et le gap inflationniste, il est créé par le déficit budgétaire. Et donc, je pense que la bonne solution et la bonne réponse, c'est de réduire le déficit budgétaire, notamment en France et aux États-Unis. Enfin, dernier élément, je pense que pour réduire les hausses de prix, qui sont des hausses des prix, notamment sur le plan alimentaire, liées à des évolutions de change, les banques centrales doivent adopter comme position une hausse des taux d'intérêt dont l'objectif est au mieux la stabilisation du change. Et la stabilisation du change, mais au mieux, ce serait d'avoir une appréciation du change comme la livre. Je rappelle que les pays où il y a eu le plus d'inflation dans les pays du G20, les 3 pays qui sont les plus concernés en ce moment dans le G20, c'est la Turquie, la Russie et l'Indonésie. Et ces 3 pays ont vu leur devise dévisser dans des proportions considérables, avec une réponse qui a été la réponse traditionnelle, c'est la hausse des taux d'intérêt. Erdogan les avait portés, enfin la Banque centrale de Turquie les avait portés à 19% avant de les ramener à 16%. Là, la Banque centrale russe les a portés à 20%. Il vaut mieux les porter progressivement vers 2,5-3% que d'avoir à le faire brutalement, comme l'ont fait Erdogan, comme l'a fait la Russie cette semaine et comme va probablement être obligé de le faire l'Indonésie dans les quelques semaines qui viennent. Donc, hausse des taux, équilibre budgétaire, concurrence, et ça va cogner sur le pétrole. Merci, professeur Daniel, pour cette leçon d'économie, de macroéconomie appliquée. Et nous allons passer tout de suite sur la partie plus microéconomique, inflation, importation. Comment ça se passe, Monsieur Brier, dans le secteur de la jardinerie, qui est en grande partie dépendant d'importateurs et de producteurs étrangers? Oui, pardon. Bonjour à tous. C'est pas très simple de passer après ça. Alors, je vais me permettre déjà, je vais vous présenter Truffaut en quelques chiffres. Donc, Truffaut, c'est une jardinerie animalerie. En 2001, c'est un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros. Voilà, 28 millions de visites sur sitetruffaut.com. Donc, c'est un site léger, on monte en puissance. 2800 collaborateurs et 420 000 mètres carrés de surface de vente. C'est 3 univers. Donc, le principal univers, c'est notre cœur de métier, c'est le jardin. Le deuxième univers, c'est la maison. Donc, la maison avec la décoration et le bien-être intérieur. Et le dernier, les animaux. Un petit point sur nos fournisseurs. Donc, la relation en fait, que peut avoir Truffaut en fait, envers ses fournisseurs est assez spéciale. Je ne dis pas qu'on est parfait, loin de là. Il y a forcément des améliorations. Mais globalement, on ne cherche pas des fournisseurs, on cherche des partenaires. Et ce n'est pas anodin quand je le dis comme ça. C'est surtout, on le verra pour plus tard. La plupart de nos fournisseurs, on travaille dans le long terme. On ne cherche pas en fait à faire des one-shots avec des fournisseurs. C'est-à-dire, on travaille vraiment sur du long terme. On essaie de trouver la meilleure solution pour améliorer nos flux, pour améliorer nos relations. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que 70% de nos achats sont faits auprès de sociétés françaises et 64% des végétaux d'extérieur sont approvisionnés en France. Globalement, si on peut acheter français, on achète français. Si on ne peut pas acheter français, on essaie de trouver européen proche. Si on ne peut pas trouver européen proche, on trouve européen un peu plus éloigné. Et sinon, l'Asie, bien sûr. Nos clients. Pour faire simple, nos clients, alors sans vouloir être réducteur, c'est une femme de 53 ans.
La chance que nous avons, c'est qu'effectivement, on n'est pas positionné en fait sur de l'entrée de gamme, on est positionné sur du bon rapport qualité-prix et de la qualité, en fait. C'est-à-dire le client qui vient chez nous, globalement, ce qu'il recherche en premier, c'est la qualité des produits. C'est-à-dire, il ne s'attend pas à trouver un entrée de gamme qui va durer 1 an ou 2 ans. Ce n'est pas le but. Il cherche du choix et surtout le conseil des vendeurs. Globalement, vous avez un nombre de vendeurs au centimètre carré qui est assez élevé chez nous. Alors moi, mon métier, qu'est-ce que c'est mon métier? Mon métier, c'est de trouver une boule de cristal, en fait. C'est-à-dire, je regarde dans ma boule de cristal et j'essaie de deviner quelles vont être les tendances des années, des mois, des années d'après, parce que globalement, je travaille déjà sur 2023, fin 2023 et plutôt début 2024. Donc l'idée, c'est que faire, qu'acheter, comment acheter et comment surtout acheter au bon prix. Et c'est là où ça devient marrant. C'est là où ça devient un thème, parce que c'est justement nos problématiques. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, mais nos problématiques, le premier, c'est le coût du transport. On a eu des variations du coût du transport pendant le Covid, qui ont été assez, on va dire, fluctuantes, on va dire. C'est-à-dire, globalement, on ne pouvait pas tellement se plaindre, en fait, sur 2021. C'était redescendu à la baisse. Et là, globalement, sur 2022, le transport français, je parle pour le coup, c'est vraiment, là on parle de l'entreprise du camion en fait qui va faire son plein à 2 € du gasoil. Comment il va faire pour nous livrer? Là, ça peut être plus compliqué parce qu'on a bien sûr des contrats, nos sociétés, nos entreprises, nos fournisseurs ont des contrats, ont des partenaires avec, ont des contrats avec les entreprises de transport qui sont signés, qui ont même été signés là. Et globalement, c'est pas tenable. C'est-à-dire livrer, en fait, là, une entreprise qui livre Marseille, qui est à Paris et qui livre Marseille, globalement, avec les tarifs qui ont été signés là, c'est quasiment pas gérable. Globalement, en moins de 6 mois, les entreprises font faillite si rien n'est appliqué comme ça. Donc, globalement, le coût du transport augmentera. Le deuxième point, c'est l'évolution du prix du gaz et l'électricité. Alors, c'est tout bête, mais Truffaut, par exemple, on signe des contrats, parce que là, on parle purement français, on signe des contrats sur 2 ans, 3 ans, des prix bloqués et autres, et ça se termine. Et maintenant, il faut payer le gaz. C'est-à-dire, on paye le gaz au vrai prix. Donc, ce qui est plutôt assez compliqué, comme l'évolution du prix de l'électricité. Alors, quand je le montre là, les 2 graphiques, je parle bien sûr pour Truffaut, pour les coûts de fonctionnement, mais le deuxième problème aussi, c'est les coûts de fonctionnement de nos fournisseurs. C'est-à-dire, les prix augmentent, les prix de production augmentent, ce qui devient très compliqué. Ensuite, l'évolution des matières premières. Alors là, j'ai fait un point très spécifique, parce que c'est ma catégorie, sur les tuyaux d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, c'est fait à partir de PVC et un mix de plastique, on va dire. Globalement, entre décembre 2020 et décembre 2021, il a augmenté de 69%. Et entre janvier et juin 2021, il avait déjà augmenté de 44%. Donc, comment faire? Comment gérer ça? C'est-à-dire, on n'est pas sur des produits de grande consommation, on est sur des produits d'utilité. C'est-à-dire, globalement, vous n'avez pas besoin d'un tuyau d'arrosage pour vivre. Mais par contre, vous avez besoin d'un tuyau d'arrosage pour arroser vos plantes. Donc, quelle solution trouver pour ça? Ensuite, c'est l'évolution des coûts auxquels on ne pense pas réellement. En fait, le coût, des palettes, du bois, des boîtes de transport, du rouleau de film à palette, c'est des choses qu'un consommateur ne voit pas. Il n'a aucune idée de se dire que le prix de la palette a augmenté. Ben si, sûrement elle a augmenté de presque 300%. Donc globalement, une palette, mettant une palette cassée avant d'être recyclée, là je vous assure qu'elle est réparée. Les rouleaux de film, c'est-à-dire le petit film qui entoure la palette, c'est anodin, ça a augmenté de 78%. Et bien ça coûte. Globalement, en fait, ça coûte, et c'était pas prévu pour le coup. C'est-à-dire, ce qui n'était pas prévu, c'est que ça aurait dû, entre guillemets, s'arrêter en fait courant 2021-2022. En fait, on avait tous compris en fait que l'évolution en fait de la demande avait fait exploser toutes les productions, mais personne ne s'attendait à ça réellement. Un autre point assez intéressant pour nous, parce qu'on fait quand même beaucoup d'importations d'Asie, c'est l'évolution des prix des conteneurs. Quand vous étiez habitué à payer un conteneur entre 2000 et 2500 $ qui venait de Shanghai ou autre, et que quand vous avez de la chance, là en ce moment, on peut avoir un petit peu de chance de payer entre 10 et 12 000, mais que sur 2021, il est monté entre 15 et 18 000 $, voire 20 000 $ selon certaines régions, certains ports,
on fait attention à ce qu'on importe et pour le coup, on fait attention à quels produits on met à l'intérieur. C'est-à-dire, pour le coup, on cherche des produits volumiques. Là, on ne cherche pas des produits, on met 5 produits dans un conteneur. Petite anecdote, en fait, les autoportés, les tracteurs tondeuses, beaucoup viennent d'Asie. Imaginez la taille d'un tracteur tondeuse dans un conteneur. Et maintenant, essayez d'imaginer le prix d'un tracteur tondeuse. C'est-à-dire, un tracteur tondeuse, en 2019, valait 700-750 €. En 2022, les premiers prix commenceront à 1250. La plupart tourneront autour de 1500 €. Et là, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se passe en Ukraine là, en fait. Parce que, voilà, comme si ça ne suffisait pas d'avoir des hausses des coûts de matières premières, d'avoir des hausses des coûts de transport, d'avoir toutes les hausses qui tournent à côté et autres, une petite guerre en Ukraine. Malheureusement, c'est dramatique pour nous dessus. Parce que pourquoi je dis que c'est dramatique ? Alors, bien sûr, côté humain, voilà, il faut rester sur Terre, hein, c'est-à-dire que c'est l'humain le plus important. Mais le secteur des jardineries, on ne va pas dire qu'on en a profité, mais malheureusement, enfin voilà, le Covid, en fait, on va dire quand même profité au secteur du jardin parce qu'il y a un repli clairement en fait des gens sur le chez soi, sur le bien-être chez soi. L'idée, c'était comment amener en fait du plaisir de la nature en fait chez soi. C'est-à-dire, vous pouviez pas sortir, et on ne pouvait pas avoir la nature devait venir chez nous. Et donc toutes les jardineries en ont profité et surtout tout le secteur en a profité. C'est-à-dire, on a pu voir en fait les GSA qui ont surdéveloppé les rayons jardin parce que eux étaient ouverts quand nous on était fermés. Donc bien sûr, ils ont pu en profiter dessus. Et plein de petites enseignes aussi qui en ont profité dessus, et notamment aussi les pure players. Les pure players, en fait, se sont vraiment intégrés dans le business. Et donc voilà, donc on a eu des très belles progressions, qu'on s'attendait bien sûr à diminuer sur 2022, parce que, bon, bien sûr, on est très content que le Covid s'arrête, donc bon, on va dire moins de temps à donner à cette passion. Mais la guerre en Ukraine, en fait, va certainement modifier les choses. Pourquoi ? On prend beaucoup de métal et de bois en Pologne, en Roumanie et en Hongrie. Globalement, pas touché pour le moment en fait par cette guerre, mais fortement impacté parce que c'est du ruminage juste aux côtés de leurs frontières et globalement, ils ont autre chose à penser et à sécuriser. En Turquie, en fait, les tissus, en fait, beaucoup de tissus en Turquie. Alors, on est bien sûr moins impacté, surtout moi dans mon rayon, moins impacté. Truffaut n'est pas un gros importateur de tissus. Alors, on fait beaucoup de sellerie, de couchage pour chiens et autres. On essaie au maximum de faire en France, mais voilà, pour faire des volumes, en fait, on essaie de trouver en fait des coins un peu plus reculés. Et petite anecdote, voilà, l'alimentation animale, beaucoup d'Ukraine et de Bulgarie. Parce que surtout l'Ukraine est excessivement forte en fait sur ce segment. Parce qu'ils sont assez pointus. C'est-à-dire globalement, ils ont des normes qui sont très élevées, des prix stables dessus, et surtout une compétence. C'est une vraie compétence dessus. L'exemple que je peux donner, c'est que nous avons par exemple une marque en fait, qui est à 20 km de la frontière polonaise, qui se trouve en Ukraine. Là, ça devient très compliqué pour elle. Pourquoi ça devient très compliqué pour elle ? Plusieurs facteurs. Le premier, c'est que quand vous êtes à quelques kilomètres de la frontière et quand vous êtes en Ukraine, votre priorité, c'est bien sûr de livrer, mais votre priorité, c'est de vivre, tout simplement. Donc, pour le coup, c'est comment on peut les aider, comment on peut y arriver, quelles sont les solutions. Il n'y en a pas 50 000, c'est-à-dire globalement, un fournisseur en fait, qui se trouve en Ukraine, ce qui l'intéresse le plus, déjà, c'est d'être payé. Parce que pourquoi être payé ? Il a besoin de fonds, il a besoin de garantir ses fournisseurs en matières premières, il a besoin de garantir en fait les approvisionnements de la sacherie, les approvisionnements voilà dans les matières premières, les camions, les transports. Allez trouver un camion en fait en Ukraine en ce moment, allez trouver un transport qui accepte de faire la périphérie de Kiev jusqu'à la frontière polonaise et faire à peu près 30 heures pour passer les douanes quand il a de la chance. Donc voilà, c'est très compliqué. Voilà, au niveau sécurité des paiements aussi, c'est-à-dire globalement, la plupart de nos fournisseurs ukrainiens ne veulent plus recevoir d'argent en Ukraine. C'est-à-dire ils préfèrent recevoir en fait sur un compte basé en Pologne ou basé en Allemagne ou autre pour sécuriser justement les approvisionnements. C'est-à-dire ils aussi d'avoir une monnaie forte dessus, une monnaie qui ne va pas se dévaluer au fur et à mesure. Un dernier point, c'est que depuis quelques années, la Russie en fait s'était ouverte complètement au métier du jardin. C'est-à-dire, on connaît peu ça, en fait, dessus, mais la Russie, en fait, c'était plein de nouveaux consommateurs qui découvraient aussi le jardin, qui découvraient les plantations, le plaisir de faire chez soi, le plaisir de faire les choses, avec une classe moyenne
plutôt avancé dessus. Hein, donc, tout le monde voyait tous nos fournisseurs en fait s'intéresser au marché russe. Il y avait même énormément, enfin, il y a toujours, j'espère, enfin, il y a beaucoup de colloques, de rendez-vous en fait en Russie, beaucoup de réunions fournisseurs dessus. Et ben là, la donne elle a changé. En fait, la donne elle a changé. Pourquoi elle a changé? Parce que tout simplement, on fera plus de business avec la Russie. Alors, je vais pas donner le nom, mais un très gros fournisseur d'arrosage qui fait une très grande partie de sa production pour la Russie, là, ça devient très compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que la Russie, en fait, là où c'était intéressant, c'est quand nous, on démarre notre saison sur février-mars, eux, la démarrent sur mars-avril. C'est une question de température, tout simplement. Là, il ne peut pas envoyer. Et s'il peut envoyer, il ne veut pas te payer en rouble. Il veut te payer en euros, le monsieur. Il a bien raison. Et donc, qu'est-ce qu'il fera de tout ça? Donc, c'est plutôt compliqué. Un dernier point, alors un mail que j'ai reçu de mon service qualité hier, le règlement des bois de l'Union européenne et les organismes PEFC, FSC et WF ne certifient plus les bois venant de Russie et de Biélorussie. Ça paraît anodin, mais Truffaut, tous nos bois sont FSC. Ou autres, mais surtout FSC. Donc l'idée, c'est que tout le bois qui vient de Russie, il ne sera plus certifié. Mais le bois qui vient de Russie, qui passe par la Chine et qui est envoyé chez nous, il ne sera pas non plus FSC. Donc, ça va être un problème d'approvisionnement clair. C'est-à-dire, clairement aussi, sur 2020-2021, on l'a vu tout à l'heure avec le prix du bois, le prix des palettes, c'est le prix du bois qui augmente. Le prix du bois explose parce qu'il y a une très forte demande dessus et il y a une raréfaction en fait, de certaines essences. FSC, c'est une norme de qualité, j'imagine? Oui, pardon, c'est une norme de qualité. En fait, la norme FSC, en fait, c'est, pour faire simple, pour vraiment résumer, c'est on coupe un arbre, on en replante un. C'est à peu près ça. En fait, vraiment pour résumer basiquement, hein, c'est à peu près ça. En fait, l'idée, en fait, c'est qu'avec ces normes-là, on protège la nature. Et surtout, on ne pille pas la nature. C'est-à-dire, en fait, il y a des quotas de bois et en fait, on s'assure qu'on a bien respecté ça. Donc, 2020-2021, une demande de bois qui a explosé, une demande mondiale de bois qui a explosé. Et donc, déjà, 2021, pour faire simple, à partir du mois de juin 2021, trouver du bois, c'était la croix et la bannière. En fait, on ne trouvait plus de bois. On ne trouvait plus de bois, c'était très compliqué. 2022, on devait en récupérer, bien sûr, et là, ça va recomplexifier les choses. Et donc après, on est très friand de regarder ce qui va se passer au niveau politique économique entre les États-Unis et le Canada. Quelle solution? Alors là, quelle solution? C'est pas moi qui vais toutes les trouver, bien sûr, mais quelle solution, bien sûr, nous, on applique factuellement, en fait, dans nos magasins. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le rapport de force, alors je mets des gros guillemets sur rapport de force, parce que, bien sûr, on est une entreprise de distribution, mais il n'y a pas un rapport de force réel, en fait, avec nos partenaires. C'est un rapport de confiance et d'échange. Mais quand je dis que le rapport de force a changé, c'est que la HMP, en fait, au jardin manufacturé, sur 2021, elle est de 9,6%. Une norme, c'est ou la déflation, ou entre 1 et 1,2%, en fait. Ça dépend bien sûr des années, mais on n'a jamais vu des HMP qui passaient, en fait, à presque 10%. Globalement, en fait, ce qui est relativement désirable pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour nos partenaires et au final pour le client final, c'est qu'on est passé d'une augmentation annuelle à une augmentation trimestrielle. C'est-à-dire il n'y a pas de vision. C'est-à-dire globalement, donner une vision sur le tarif, là, en fait, même dans 6 mois, je ne peux pas vous la donner. La seule chose que je peux vous conseiller, en tant que consommateur, c'est d'acheter là. En fait, c'est lisible. C'est lisible. C'est-à-dire, globalement, comme je vous disais en préambule, mon boulot, c'est d'avoir une boule de cristal. Ça, il faut le prévoir quand même pour le coup. C'était pas si simple. Mon deuxième boulot, c'est de voir sur le long terme. Comme je disais, je travaille sur déjà fin 2023, début 2024. Et donc là, pour le coup, je retravaille sur mi-2022, tant dans mes appros que dans mon pricing. Alors, les questions à se poser, c'est faut-il accepter tous les nouveaux tarifs? La réponse, en fait, elle est quasiment simple, c'est oui. C'est-à-dire, on peut en parler, bien sûr. En fait, chaque augmentation doit être justifiée, bien sûr. Mais si on les accepte pas, globalement, on met en péril quasiment en fait la stabilité financière de notre fournisseur. Donc, il faut faire attention à ça. Deuxième question, c'est faut-il gérer l'assortiment différemment? Le réduire, par exemple, pour optimiser les achats?
clairement, oui aussi. C'est-à-dire, si la force qu'on peut avoir, c'est bien sûr d'avoir un choix de gamme qui est très large. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, alors là, je parle au nom de Truffaut, mais quand même au nom des jardineries, l'idée, c'est d'être spécialiste sur quelque chose. C'est-à-dire, on n'est pas en fait un rayon dans un rayon. On a notre spécialité qui est le jardin. Donc, pour le coup, il faut avoir du choix. Néanmoins, le choix peut se présenter, effectivement, de se dire, difficulté d'approvisionnement, massification, il faut optimiser nos achats, nous n'avons pas le choix dessus. Faut-il optimiser les choix d'opportunités de stockage? Oui, c'est ce que nous avons fait, en fait, globalement, et ce que nous avons fait, c'est ce que globalement la profession a fait. C'est-à-dire, alors c'est, on va dire, la peur du manque au départ, en fait, qui nous avait tous motivés, en fait, d'acheter, et en fait, on savait tous quand même, globalement, on savait en janvier l'année dernière qu'en septembre, les prix des céréales augmentaient. Donc on s'est dit, bon, bah, si le prix des céréales augmente en septembre, autant déjà prévoir nos achats, prévoir en fait largement en avance nos propres promos pour pouvoir tout adapter. Pour vous donner une idée, la valeur de stock de Truffaut à début mars, elle est plus de 25% par rapport à 2021. Ce qui est conséquent. Ce qui est conséquent parce qu'on parle d'immobilisation de capitaux. Voilà. Donc, ce qui est compétent, mais on n'en est pas mécontent parce que, pour le coup, ça apporte sur l'autre question, c'est faut-il appliquer la hausse complète sur le prix de vente finale, partielle ou pas du tout? Et bien là, c'est là où c'est marrant. Et là, c'est marrant. Et j'ai pas toute la réponse. Même si on me paye pour ça, j'ai pas toute la réponse. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous disais, on a 25% de stock en plus. Donc, globalement, on n'est pas les seuls. Hein. C'est-à-dire les entreprises, les GSB et autres, ou toutes celles qui ont des plateformes, en fait, tous les mastodontes qui sont bien plus gros que nous. Je vous rappelle, on est tout petit hein, dans l'univers. Tous les mastodontes, en fait, ont du stock et donc appliqueront forcément une moyenne pondérée de cette augmentation. C'est inconcevable de passer 60% d'augmentation sur un tuyau d'arrosage. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, le client final, quand il le verra, il dira non. Globalement, il cherchera à descendre en qualité. C'est impossible. On va perdre en fait en qualité dessus. Donc, c'est pas possible dessus. Donc, parce que je vais y répondre en même temps avec les autres questions. C'est est-ce qu'il faut attendre la concurrence et donc être suiveur ou à l'inverse se positionner le plus rapidement possible? Parce que je vous rappelle, c'est-à-dire les négociations en fait, c'est du 1er janvier au 1er mars. Enfin, on finit au 1er mars, pardon, nos négociations annuelles. Et donc tout le monde attendait de regarder en fait comment ça allait se passer. Est-ce que les mastodontes vont augmenter leur prix en fait début mars ou pas? Ils n'augmentent pas. Donc non, ils les augmentent, mais au fur et à mesure. Globalement, on sait que voilà, ça va être progressif en fait de ce qu'on voit en fait sur la tarification. La tarification est absorbée en partie par nos partenaires. Nos partenaires ne passent pas la totalité des augmentations, clairement. Et là, ce qui va se passer, c'est que nous aussi, c'est-à-dire globalement, c'est une baisse des marges. Clairement, en fait, le taux de marge des distributeurs va baisser. L'objectif, bien sûr, c'est de garder en fait au minima, et on l'espère, la même volumétrie, mais surtout augmenter cette volumétrie en se disant, bon, les prix de vente ne vont pas réellement monter, on est sur un secteur porteur, en baissant nos tarifs, la volumétrie augmentera, et donc tout se passera bien. Tout le monde ne montant pas, la volumétrie, voilà, restera. Autre choix cornélien, c'est faut-il vendre en triple net? C'est-à-dire, voilà, on a des marges arrière. Les marges arrière, en fait, servent en fait, à faire marcher, en fait, à faire fonctionner tout le back-office. Ça devient un peu une aberration de vendre, en fait, de vendre avec des produits RFables. Il vaut mieux vendre des produits en triple net. Donc, après, ponctuel ou pas ponctuel, c'est des décisions à prendre dessus. Globalement, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, en fait, pardon. Voilà. Et donc, quel est le prix acceptable pour le client final? Va-t-il changer sa façon de consommer? J'en ai un peu parlé plus tôt. Nous, ce que nous pensons, c'est que le client final, globalement, a été attiré par le jardin et restera dans le jardin. Est-ce qu'il va changer sa méthode de consommation? Oui. Pourquoi? Parce que c'est BFM TV qui fait un peu la politique économique en ce moment. C'est-à-dire, globalement, en fait, nos clients, nous tous, on écoute en fait ce que nous disent les infos aussi. Et globalement, un point de vue très pessimiste, c'est pessimiste aussi, ça donne pas envie de consommer. En fait, faire peur fait peur. Pour le coup. Enfin, c'est moche ce que je dis comme ça, mais c'est à peu près ça. Donc, est-ce que ça change de consommer? Oui, mais nous pensons quand même que pour le coup, notre force, comme on dit au préambule, c'est que 74% de nos fournisseurs sont français, et le fait quand même d'acter le français aidera un peu plus pour nous. Et que ferons-nous quand tout rentrera dans la normalité? Et ben ça, encore une fois, ça par contre, je n'ai pas du tout la réponse. Parce que la nature aura du vide, c'est bien, mais pour le coup, quand les prix baisseront, est-ce que tout baissera ou pas? Oui, mais ça mettra certainement plus de temps à baisser que ça n'a été augmenté.
Voilà. Merci vivement, Monsieur Brier, pour cette présentation d'une très grande honnêteté, d'une très grande clarté. Merci beaucoup. Voilà, alors on vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur la chatbox ou l'espace questions à nos intervenants. Vous voyez la complémentarité, on était sur une analyse macroéconomique de l'inflation, là évidemment beaucoup plus microéconomique avec les éléments conjoncturels les plus récents, et merci de nous donner toutes ces informations qui impactent votre secteur. Et nous allons maintenant nous questionner sur le secteur du chocolat. Donc, Monsieur Morisset, je vous passe la parole. Vous êtes le vice-président supply chain chez Valrhona, et on imagine aussi que le chocolat, dont on pense qu'une partie, évidemment, sont des importations, en ce moment est fortement impacté par toutes ces problématiques de supply chain et d'inflation des matières premières. Absolument. Bonjour à toutes et à toutes. Vous m'entendez bien? Parfait. Merci encore de se joindre à nous ce matin. Très bien, avec plaisir. Donc moi, je vais vous parler supply chain. J'ai un petit écho, j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, je vais vous parler supply chain, donc en état des lieux très opérationnel. Je vais prendre une petite minute pour me présenter et entre autres présenter le Food Service Premium. Donc, j'appartiens au groupe Savencia, donc qui est plus connu pour son industrie fromagère. Et donc, Food Service Premium est une business unit au sein de Savencia qui tourne autour de Valrhona, mais pas que, puisqu'on est un collectif de marques spécialisé en chocolat premium. Donc, Valrhona, on est dans la Drôme, le siège est à l'Ermitage. On a aussi Weiss, basé à Saint-Étienne, Repubblica del Cacao, qui est une marque en Équateur pour l'Amérique latine, et Chocolaterie en Savoie, qui fait du décor. Et en complémentarité de gamme, l'idée étant de proposer à nos clients qui sont artisans ou chefs étoilés dans la restauration ou aussi sur du e-commerce, de développer donc une gamme plus complète avec donc des purées de fruits, donc en l'occurrence Adamance, des ingrédients Sosa en Espagne, de la vanille avec Noroi et des fruits secs avec Pariani. Donc toute une complémentarité de gamme, une diversité de portefeuilles, donc qui complexifie nos opérations et donc une accélération justement de proposer un portefeuille varié. Donc moi je suis ce responsable supply chain de cette organisation depuis 2 ans maintenant. Voilà. Donc, dans la continuité de cette présentation amont, donc je couvre la supply chain depuis les achats jusqu'au service client. Et on est donc depuis début 2020, donc on a commencé par la crise pandémique, et on se retrouve aujourd'hui dans un contexte très complexe avec un ensemble de crises qui perturbent notre supply chain, et on est donc ce qu'on appelle le new normal, donc sur un nouvel équilibre dynamique dans un contexte très VUCA, donc VUCA volatile, incertain, complexe et ambigu. Avec différents éléments qui rend la supply chain très, très dynamique. Donc, on a la pandémie. En effet, on vient de parler de l'inflation, si le mot est exact, et la hausse des prix de matières premières. La pénurie de main-d'œuvre, donc dans les métiers très opérationnels, industriels, du transport, et une grosse perturbation du fret. Donc, on a parlé à l'instant de la hausse des conteneurs, du prix des conteneurs. On voit aussi qu'il y a un dérèglement logistique du fret maritime, une grosse complexité de trouver du conteneur aujourd'hui, les prix à la hausse et donc des flux qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'agilité d'avant. Déréglementation douanière, la Chine très récemment, depuis janvier, et d'autres pays aussi qui durcissent leurs frontières. Une tension géopolitique très forte, et puis des enjeux RSE. On a tous lu le rapport du GIEC récemment, le dernier rapport, et donc des enjeux RSE très forts qui nécessitent de nous remettre en question. Et donc, sur la supply chain, si j'avais 3 mots à dire, comment est-ce que nous on réagit dans ce contexte complexe, donc l'agilité, la robustesse et la stratégie. Donc l'agilité, c'est ce qu'on a mis en place dès début 2020, première pandémie, premier confinement. Comment est-ce qu'on arrête de réfléchir trop long terme, on se concentre sur le court terme? Comment est-ce qu'on pilote nos stocks et comment est-ce qu'on protège nos clients aussi? Donc dans le food service, on est en direct avec les artisans sur l'Europe. Comment est-ce qu'on protège nos clients? Comment est-ce qu'on récupère les stocks? Comment est-ce qu'on sécurise aussi le business sur toute la chaîne? Donc on s'est mis à travailler sur un horizon très court terme, avec une notion de transversalité, communiquer beaucoup en interne, mais aussi avec nos clients, leur expliquer ce qui se passe, les accompagner,
Et puis, progressivement, en sortie de crise, de ce première crise sanitaire, comment est-ce qu'on passe d'un mode d'urgence à un mode plus nominal, plus normal, tout en restant dynamique. Et donc là, on arrive sur le deuxième pilier qui est celui de la robustesse. Donc, c'est mettre en place des process solides pour être capable d'être resté agile, mais aussi de commencer à reconstruire une vision long terme qui est en plein mouvement. Et donc, on a mis en place donc un SNOP très dynamique, SNOP comme Sale and Operation Planning. Donc, on fait le lien entre les ambitions commerciales et les capacités industrielles, donc production, logistique, sourcing. Donc, un SNOP au sein de l'entreprise. On a revu nos processus et puis on a développé aussi des outils technologiques pour avoir accès aux données et être capable de les interpréter de manière plus agile. Donc, agilité, robustesse et stratégie, on se repositionne sur du long terme. Donc, la supply chain intègre d'autant plus la stratégie d'entreprise. Donc, c'est comment est-ce qu'on réorganise les réseaux, on remet en question notre schéma directeur logistique, les stockages, le footprint logistique. Et puis, on active aussi des nouveaux leviers industriels voilà, pour être capable de mieux capter les signaux qui viennent du marché pour s'adapter et puis pour revoir notre stratégie long terme. Donc, à partir de ces trois piliers, donc l'inflation et la pénurie des matières premières a un impact fort. Bien entendu, donc dans notre métier du food, donc on a régulièrement donc des aléas climatiques qui perturbent les récoltes, qui perturbent la capacité de sourcing auprès de nos fournisseurs. Donc la hausse de l'énergie, donc on n'est qu'au début de l'histoire. Les confinements, tout ce dérèglement qui impacte fortement plutôt les petites entreprises d'un point de vue production, mais aussi logistique. Donc, ça nous remet en question sur certaines filières d'approvisionnement. Et puis, on avance par à-coups. Donc, à chaque fois qu'il y a un confinement, il y a un redépart de la demande. Et globalement, au niveau mondial, donc une demande qui est repartie très fort, plus vite que prévu. Et puis, tout ça dans un contexte de prix de conteneurs parfois x4 quand le sourcing vient d'Asie, et puis des délais d'expédition x2, x3 vers les États-Unis, donc une congestion très forte. Donc, basiquement, dans la supply chain, pour être très basique sur les notions de stock, donc on a d'un côté une forte demande, en amont une production qui avance au mieux, donc en tenant compte aussi des capacités de nos fournisseurs pour nous approvisionner. Donc on est un peu ric-rac en stock, on est en flux tendu et puis donc des filières à risque. Donc voilà comment est-ce qu'on navigue aujourd'hui. Et donc dans ce contexte, on a repensé notre supply chain. Et donc donc à la fois on est réactif, mais c'est aussi l'opportunité pour nous en supply chain de repenser notre operating model et de nous recentrer sur l'essentiel. Donc ici, j'ai représenté donc les 6 piliers basiques qui représentent la supply, donc depuis les achats jusqu'au service client. Et donc sur chacun de ces gros piliers, on remet en question les fondamentaux, et ce qui nous permet aussi de rebondir et de retravailler notre projection long terme. Donc sur les achats, il y a une notion véritablement de durabilité. Donc en effet, plus fort que des simples fournisseurs, on est aussi sur le développement d'un partenariat avec les fournisseurs. Donc c'est une relation très forte qui doit être pérenne, qui doit durer sur le long terme. De la même manière qu'on accompagne nos clients, on doit accompagner nos fournisseurs et protéger nos filières. Donc protéger les filières, donc c'est les accompagner, c'est aussi sécuriser avec des notions de double, triple sourcing, et puis parfois même d'aller chercher des matières alternatives. Donc on connaît bien que le sourcing Russie est très fortement compromis. Du coup, où est-ce qu'on va aller chercher les nouvelles matières, et est-ce qu'il faut se remettre en question aussi dans un contexte RSE très fort, et j'arrive à mon deuxième pilier. Dans un contexte RSE, est-ce qu'il faut remettre en question aussi certaines matières premières et aller chercher des ersatz ou des matières premières alternatives? Ce pilier RSE est très fort aujourd'hui, donc on a un écosystème qui se dégrade. L'idée est d'avancer de manière sincère, donc d'aller plus loin que de la simple certification. C'est comment est-ce qu'on participe à l'amélioration de l'empreinte planétaire. Donc on est sur les
3 enjeux People, Planet, Profit qui participent à l'amélioration de l'image RSE. On va aller chercher des innovations produits, mais aussi de produits-services qui ont une notion de durabilité. Donc, il y a autant côté amont que côté aval. Sur l'aval, on va développer la notion de logistique circulaire qui consiste à réutiliser les matériaux, éviter le gaspillage, le carton par exemple, utiliser favorablement du bac plastique dans la mesure où sur du long terme, on y gagne aux bornes. Favoriser le local, donc c'est essayer de massifier les exports et puis favoriser du local pour de la différenciation retardée ou même pour de la production plus proche des consommateurs. Aller chercher des carburants alternatifs ou des modes de transport donc avec une empreinte plus favorable. Je pense au train. Alors là, c'est remis en question, mais dernièrement, on a développé du train pour la Chine plutôt que le maritime et l'aérien. Et puis, in fine, l'empreinte RSE, comment est-ce qu'on valorise notre approche end-to-end? Comment est-ce qu'auprès du client et avec le fournisseur, c'est vraiment sur toute la chaîne, comment est-ce qu'on valorise la traçabilité de notre chaîne pour avoir, in fine, du début jusqu'à la fin, une empreinte carbone plus favorable? Donc tout ça, cette notion de traçabilité nécessite d'avoir un pilotage centralisé. Donc c'est le S&OP dont j'ai parlé avec une notion de performance très forte. Donc le S&OP qui consiste à aligner donc le commerce avec les capacités de production, mais aussi de sourcing et de distribution, s'assurer qu'on a les moyens en place pour pouvoir approvisionner comme il se doit les différents canaux. Et donc, on est sur un pilotage centralisé, mais qui couvre toute la chaîne. Et puis, avec des notions aussi de priorisation, puisque le S&OP nous permet de prendre de la hauteur sur les sujets et de prioriser certaines actions plutôt que d'autres. Pour faire fonctionner ce S&OP, on s'appuie sur des solutions digitales avec une notion d'efficience. Comment est-ce qu'on fait plus avec moins? Donc, il y a des notions aussi d'économie, de gains financiers. Cette traçabilité de l'amont jusqu'à l'aval est très forte. Donc, d'une part, parce que c'est une demande très forte client qui veut savoir aujourd'hui d'où viennent ces produits, est-ce qu'on respecte toute la chaîne. Donc, il y a cette notion de traçabilité depuis les plantations jusqu'au client. Et puis aussi, il y a une notion de pilotage financier d'une pierre deux coups, puisque cette traçabilité nous permet aussi d'avoir une visibilité sur les niveaux de stock et de s'assurer de minimiser les effets bullwhip, donc d'à-coup de stock d'une maille à l'autre, et d'assurer l'approvisionnement, de pérenniser nos opérations. Ça veut dire aussi se désengager, se dévulnérabiliser de la structure et sécuriser l'approvisionnement avec des process et des outils. Ça nous, aussi, dans ce contexte supply chain, on remet en cause notre schéma de distribution. Donc, c'est le schéma directeur logistique avec une notion forte de productivité. Donc, c'est comment est-ce qu'on mutualise dans ce contexte un petit peu d'acquisition, de diversification, comment est-ce qu'on mutualise nos différents sites. Donc, c'est avec des notions de massification de volume. Donc, en réponse à un client, sur une seule commande, être capable de lui fournir un seul conteneur multiproduit. Donc, on massifie, on mutualise nos sites, tout en se spécialisant aussi par canal, plutôt sur une notion de dernier kilomètre. Donc, on a des personae, des comportements clients qui diffèrent. Comment est-ce qu'on est capable de répondre à ces attentes au plus proche. Alors, répondre aux attentes clients ne veut pas dire que le client a toujours raison. C'est aussi l'influencer proprement sur cette notion de end-to-end avec une connotation très forte RSE et le sensibiliser donc à ce qui se passe aujourd'hui et être capable de lui proposer finalement une proposition de valeur qui répond à la fois à sa demande, mais qui répond aussi à l'empreinte qu'on veut laisser sur la planète. Et donc, ce dernier kilomètre, cette notion de nouveau service, c'est proposer au client ce dont il a besoin, cette notion de traçabilité, j'y reviens, qui est très forte et qui devient d'autant plus complexe dans un écosystème qui se complexifie, avec une proposition de valeur end-to-end, et puis de la personnalisation, donc en finale de notre offre pour répondre à ces besoins spécifiques. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc on est véritablement cette notion de sourcing et de hausse des prix s'intègre dans un contexte très complexe
avec différents éléments qui perturbent l'environnement, et c'est dans cet environnement dynamique que doit évoluer notre supply chain. Merci vivement pour cette présentation très intéressante et très complémentaire. Ce qu'on comprend aussi, c'est que finalement, ces crises ont eu un effet de catalyse, d'accélérateur d'un dispositif qui était en marche. On dit souvent, d'ailleurs, je crois, j'ai entendu ça plein de fois, l'idéogramme chinois de crise, c'est à la fois problème et opportunité. C'est ça, et on le comprend bien avec votre présentation. On va terminer, avant de passer à la phase des questions et des débats, par la présentation et par ce que va nous dire Madame Gauche, qui est directrice générale donc, de Sofivet, qui est un acteur du pet food, on en parlait tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est le pet food sur le réseau des vétérinaires. Donc, ça va être intéressant aussi de voir la perspective un peu B2B. Donc, merci, madame, de vous joindre à nous ce matin pour compléter ce panorama un peu en crise des approvisionnements et des prix des matières premières. Donc, bonjour à tous. Ah, ça fait aussi un écho. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je suis Céline Gauche de Sofivet. Donc, je suis la directrice générale. Comme vous l'avez précisé, donc, j'ai une entreprise qui distribue des aliments chiens et chats en exclusivité chez les vétérinaires. Donc, je vais vous présenter comment j'ai adapté ma chaîne de valeur pour garder un avantage concurrentiel dans le marché qui est le mien, le pet food. Donc, le pet food dont les hausses de prix des matières premières sont historiques et dont les pénuries inquiètent le secteur. En ce qui concerne les hausses de prix, je développerai sur la flambée de ceux de nos matières premières essentielles, même si bien évidemment nous sommes impactés par les hausses du prix des emballages, des transports, etc. Alors, deux des matières premières essentielles dans le pet food sont les céréales et les viandes et les graisses animales. Il faut savoir que les céréales ont progressé de 38,5% par rapport à octobre 2020. Et de 54,2% par rapport au cours moyen de 2016 à 2020. En ce qui concerne l'augmentation de 2021 sur les viandes, elle est de 36% et de 41% sur les graisses animales. Pourquoi le prix de la céréale a-t-il autant flambé depuis la crise sanitaire? Tout d'abord parce que le rapport stock-utilisation a diminué. Et en plus, il faut savoir que l'Asie surstocke en augmentant son stock stratégique alimentaire. Elle devient importateur numéro 1 mondial. Et bien sûr, il y a le dérèglement climatique, sécheresse, canicule en Europe, etc. Donc, le prix de la céréale étant en lien avec la bourse, la conjoncture actuelle nous fait très peur, avec une spéculation, la guerre en Ukraine, jusqu'à combien ça va monter. Alors, pour ce qui est des viandes, ces augmentations sont dues à la raréfaction des coproduits qui sont indispensables au pet food. Alors, pour faire court, le pet food valorise les coproduits issus des animaux destinés à la consommation humaine pour en faire des farines. Raréfaction. Un exemple, la crise sanitaire a fortement impacté la restauration hors foyer. Moins de demandes, moins de production, moins de coproduits. Donc, une hausse des prix des farines de volaille. En fait, pour fabriquer des farines animales, on récupère les carcasses dans les abattoirs, donc les coproduits. On les sépare mécaniquement des os, on sépare la viande mécaniquement des os de ces carcasses pour obtenir de la VSM, c'est de la viande séparée mécaniquement. Et c'est cette VSM qui rentre dans la fabrication des farines animales. Donc, vous voyez, on est en pleine pénurie par rapport à ces matières premières de plus en plus. À cela va se rajouter tout ce qui est épizootie. Donc, on va parler de grippe aviaire, de fièvre porcine africaine qu'on appelle la FPA. Il y a donc eu une décimation de nombreux élevages à travers le monde et l'Europe. Et il faut savoir que la Chine a été très touchée par la FPA, qui est devenue aujourd'hui, la Chine est de ce fait devenue à son tour le premier importateur mondial. Donc, encore une fois, hausse des prix et épuisement. Alors, pour ce qui est des graisses animales, il faut savoir que c'est devenu un nouveau biocarburant. Donc, il y a un attrait pour cette matière première. On parle d'une augmentation qui pourrait aller jusqu'à 60%. Donc, de toute façon, il en est de même pour la valorisation de la céréale. Et même si j'encourage le développement de cette filière, comme beaucoup de monde, ça perturbe les marchés.
Alors, ce manque de disponibilité mondiale, ça entraîne des pénuries et on doit s'adapter. Alors, pour parler du marché du pet food, c'est un marché qui est en forte croissance. On est sur du plus 7% en 2020 et il faut savoir que les productions ont doublé les années précédentes. Aujourd'hui, 43,5% des Français possèdent au moins un chat ou un chien. Donc, ces derniers sont de plus en plus nombreux et vivent de plus en plus vieux. C'est la résultante aussi de la prise de conscience qu'il faut bien nourrir son animal de compagnie, donc avec des aliments chiens et chats de haute qualité. Alors, Sofivet, lui, nous sommes sur un marché de niche, celui du pet food physiologique en vente exclusive chez les vétérinaires. Notre différenciation par rapport à la concurrence, c'est le rapport qualité-prix. Ne voulant faire aucun compromis sur la qualité, il a donc fallu revoir toute notre stratégie pour rester pérenne. Alors, tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est de renforcer nos ententes avec nos fabricants. Pourquoi? Parce qu'il faut une sécurité par rapport au prix. Donc, bien évidemment, le cours de la céréale va varier en fonction des marchés boursiers. Donc, les fabricants subissent cette inflation. Par contre, tous les autres achats de matières premières sont en fonction des ententes et contrats qu'ont leurs fournisseurs avec les producteurs. Donc, les garanties apportées par nos fabricants sont donc primordiales. Et c'est là où je rejoins Serge Briette ou Thomas Morisset quand ils parlent de véritables partenariats avec les fournisseurs. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus dans le choix du fournisseur, c'est la sécurité de production. Sur un marché comme le nôtre qui est en plein boom, il faut quand même qu'on ait aussi des garanties sur la capacité de production. Ce qu'on a décidé de faire aussi pour éviter des augmentations de prix en 2020, qui ont commencé en 2020, c'est d'optimiser nos formules en supprimant toutes les matières premières qui étaient non essentielles, c'est-à-dire les matières premières à haute valeur marketing. Donc, on a revu intelligemment nos formules pour vraiment diminuer ce prix facial et aussi diminuer le coût de production. On a décidé aussi d'externaliser toute la chaîne logistique et transport pour avoir une visibilité sur nos coûts de production indirects, malgré la hausse du carburant et la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du transport. Et pour la logistique, la flambée des prix du plastique, du carton et des palettes. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Serge. On ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, on est très, très impacté sur tout ce qui est film autour des palettes, prix de la palette, etc. Donc, on travaille aussi sur une politique qui est éco-responsable. Donc, bien sûr, sans tomber dans du greenwashing, sur une politique anti-gaspillage, tout est optimisé. Et pour tout ce qui est communication, on va privilégier le numérique, donc beaucoup moins d'impression, etc. Tout ça, toute cette stratégie a été mise en place pour diminuer nos charges indirectes. On travaille aussi beaucoup sur notre sacherie, parce que aujourd'hui, on travaille sur une sacherie monomatériaux qui va nous permettre de pallier toutes les augmentations du PET et de l'aluminium, par exemple. Donc, on va travailler aussi sur des nouveaux formats afin d'optimiser la palettisation. Donc, on revient toujours sur la même chaîne. On a aussi opté pour une stratégie commerciale différente, toujours dans l'optique de diminuer nos charges. On ne fait pas de prospection physique chez le vétérinaire. Donc, nous sommes de ce fait peu impactés par la hausse du carburant, tant mieux pour nous. Et on fait moins de marketing et de communication en impliquant le consommateur final. Donc, il nous faut tous les jours nous réinventer et surtout faire accepter ce nouveau mode de communication par nos clients. Donc, tous ces points évoqués, bien sûr, ne sont qu'une partie de l'iceberg. Ils nous permettent de produire moins cher à qualité égale dans notre logique de privilégier le contenu et non pas le contenant. Et surtout, ce qu'on veut, c'est pallier les augmentations et la pénurie des matières premières.
Donc, voilà comment j'adapte aujourd'hui ma supply chain au niveau à mon niveau de petit acteur du pet food. Donc, c'est toujours très compliqué de s'adapter et d'adapter sa chaîne de valeur quand on a de telles hausses records de matières premières. Et malgré nos efforts, nous devons augmenter nos prix. Ça, c'est obligatoire. Et nous voulons garder des marges correctes et préserver surtout celles de nos clients vétérinaires. Donc, pour ça, il va falloir s'accrocher et travailler sur des nouvelles solutions. Quant à la concurrence, si on parle de la concurrence du pet food vétérinaire, donc là, on observe de fortes augmentations depuis ces 2 dernières années, des augmentations qui sont annuelles, voire semestrielles. Enfin, c'est du jamais vu. Moi, ça fait 21 ans que je suis dans la partie, j'ai jamais vu ça. Par contre, pour ce qui est des vendeurs de croquettes marketées en vogue, donc il faut savoir qu'on est quand même un marché en pleine expansion, dont on voit fleurir pas mal de nouvelles marques de croquettes plus ou moins sécurisées. Il va y avoir forcément, alors j'en ai aucune preuve, des acteurs non reconnus bien sûr, qui pour ne pas changer leur prix facial vont diminuer la qualité des ingrédients. Donc, si vous avez des chiens, des chats, il va falloir être très vigilant à la lecture des étiquettes des paquets de croquettes, dans la composition, etc. Alors, ce qu'on pourrait voir apparaître aussi, qui pour moi est une fausse solution, donc une solution que je n'adopterai pas, donc une solution qui sera adaptée toujours dans l'objectif. On a perdu Madame Gauche. Je ne sais pas si c'est les supply, mais la chaîne s'est rompue. Oui. Est-ce que c'est uniquement notre conférencière ou est-ce que c'est la collection générale? Là, je me tourne vers la régie, comme on dit sur les plateaux de télé. Tu vois, moi, je n'y vais pas, mais... D'accord. Alors, peut-être en attendant de retrouver notre conférencière, on a un certain nombre de questions. Je vais en poser une, évidemment, à nos intervenants, mais une au professeur Daniel. Jean-Marc, après tout ce que tu as entendu, ce qui est frappant et ce qui est récurrent dans les témoignages très, très intéressants, vraiment très complets, et je vous en remercie encore, c'est qu'il y a un effet de système multicausal. On l'a bien vu, à chaque fois, tout le monde présente, c'est à la fois l'inflation sur ceci, l'inflation sur cela, la rupture et la désorganisation des supply chains, etc. Est-ce que ça, c'est accidentel, je dirais occasionnel, unique dans l'histoire de l'économie telle que tu l'analyses, ou est-ce que c'est voilà, comme on a pu voir, ou est-ce que c'est quelque chose d'habituel, d'universel? Il y a déjà eu... Non, c'est bon. Voilà, oui, ça marche. Oui, alors effectivement, il y a eu une désorganisation de l'économie essentiellement par le confinement et la pandémie. C'est-à-dire, pas la pandémie en tant que telle, d'ailleurs, plutôt les réponses qui ont été apportées par un certain nombre de gouvernements à la pandémie. Et on a un niveau de production maintenant qui est celui du dernier trimestre 2019, qui n'a été récupéré qu'au dernier trimestre de l'année dernière. En France, mais en Suède, ça avait été dès le premier trimestre de 2021. Donc, il y a une désorganisation générale et on commence à voir apparaître dans la presse économique des articles disant que sur les containers, on va en avoir trop, que sur les semi-conducteurs, on va en avoir trop. Et donc, il y a un retour à la normale sur un certain nombre de secteurs. Ce qui me frappe par rapport à ce qui a été dit, c'est ces 3 éléments. Le premier élément, c'est la réponse par donc agilité, robustesse et l'économiste, il dit productivité. C'est-à-dire la réponse, c'est la productivité, avec l'enjeu considérable qui a été effectivement dans les conséquences de la pandémie, dans les structures de productivité, dans les façons dont on organise la productivité, c'est le recours au numérique. C'est-à-dire l'échange de plus en plus d'informations par le numérique. Le deuxième élément, c'est que je maintiens, je pense qu'effectivement, cette hausse des matières premières est une hausse du niveau, ça va se stabiliser. Mais en tout cas, c'est le pari des banques centrales. C'est-à-dire, elle disait l'inflation est temporaire. Et donc, l'INSEE dit, écoutez, il y aura 3,4% au niveau des prix, au niveau des entreprises et au niveau des prix aux consommateurs. Il y aura 3,4% avec un baril à $90. Il y aura 3,9% avec un baril à $120. Et puis, si on va au-delà, il y aura encore plus d'inflation. Donc, il y a
un élément qui est un élément remise à niveau des prix, et puis il y a l'énergie. Et puis le dernier élément, c'est que je pense que pour les entreprises, donc la productivité, il y a l'enjeu sur les négociations salariales. Comment est-ce que ça va ensuite, parce que les matières premières, c'est un coût, après il y a le coût du travail, et il y a le coût du financement. Le coût du financement va augmenter, les taux d'intérêt vont augmenter. C'est comment est-ce qu'on va répondre en termes de coût du travail. Et donc là, je pense que les salaires vont pas augmenter de façon considérable, parce qu'il y a une pression concurrentielle sur les salaires qui va se maintenir. Mais si jamais véritablement, alors à ce moment-là, les entreprises ne pourront pas échapper à la répercussion sur leur prix de l'ensemble de ces trois coûts. Pour l'instant, encore une fois, je pense qu'on est dans la phase temporaire. Il va y avoir des remises à niveau et des gains de productivité, notamment encore une fois, agilité, robustesse, stratégie. Je trouvais que c'était trois mots qui étaient assez bien représentatifs de ce que moi, économiste, j'appelle productivité. Merci, Madame Gauche. En attendant de retrouver la connexion, j'en ai profité pour poser une question un peu de synthèse au professeur Daniel. Nous vous avons retrouvé. J'espère que nous n'avons pas été hackés par les concurrents qui arrivent avec les nouvelles croquettes. Mais dans tous les cas, on est content de vous retrouver. Alors, je ne sais pas par contre à quel moment ça a coupé. C'est ça. Au moment où vous disiez des choses sur attention au paquet de croquettes avec les nouveaux concurrents qui arrivent et qui, pour pouvoir absorber ces augmentations, vont sans doute sérieusement niveler et décliner la qualité de la production. Alors, je reprends. Excusez-moi, hein, je reprends. Ben, écoutez, parce que comme je ne sais pas à quel moment. C'est un grand privilège de vous avoir tous. Alors, voilà. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi apparaître en plus de la diminution de la qualité de la croquette, mais ça, bien heureusement, ça n'arrivera pas dans notre secteur qui est le secteur veto, hein, c'est le fait qu'il puisse y avoir des fausses solutions comme le fait de diminuer le conditionnement. Donc, c'est-à-dire de passer sur un 1,5 kg, un sac de 1,5 kg, le passer à 1,2 kg, et ce qui permettrait de ne pas changer le prix facial. Donc, forcément, c'est une solution que je n'adopterai pas. J'ai peut-être coupé ma caméra si ça recoupe, non ? Non, là, ça marche bien. Ça marche, ça fonctionne. Bon, super. Alors, tout ça n'est pas bon pour le pouvoir d'achat, bien évidemment, même si les acteurs de notre profession mènent tout en œuvre pour modérer cette inflation. Je reste très inquiète car il n'y a pas d'amélioration en vue face à la conjoncture actuelle. Et l'augmentation du gaz, ça devient démentiel, hein, et forcément, nos fabricants sont des industriels qui ont besoin de gaz pour produire la croquette. Et puis, je voulais faire un petit rappel, hein. Il faut savoir que la Russie et l'Ukraine, elles représentent à elles deux 30% des exportations mondiales de blé. Et aujourd'hui, plusieurs millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les ports de la mer Noire, notamment Odessa. Donc, même si la France dispose d'un surplus exportable de blé et de maïs, ça ne compensera pas la perte engendrée par le conflit et son impact pour la filière élevage et viande. Donc, voilà, c'est très, très inquiétant pour notre secteur. Et même si on croise les doigts, ça risque d'être compliqué. Voilà, donc je vous remercie de votre accueil. Merci, c'est nous qui vous remercions pour une fois de plus ces témoignages d'une très grande authenticité et en même temps très intéressant parce que pas simplement basé sur un diagnostic, mais également sur un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai une autre question pour, cette fois-ci, moins le chercheur que nos experts professionnels. J'appartiens à une génération qui a, depuis un certain nombre d'années, toujours regardé la théorie des ressources en sciences de gestion avec un peu de circonspection et de recul. Je rappelle la théorie des ressources en deux mots, hein, pour la simplifier, consiste à dire que le comportement des acteurs économiques est en grande partie plus fonction des ressources disponibles, que ce soit en main-d'œuvre, que ce soit en matériel, etc., que du comportement de la demande. Là, la question qu'on peut se poser, je la pose plutôt à nos amis professionnels, c'est de dire est-ce que ces effets amont, est-ce qu'ils peuvent avoir un effet de cliquet durable sur le comportement des consommateurs ? C'est-à-dire que là, en fait, c'est moins
les dimensions sociologiques, environnementales, ça, que véritablement cette question des ressources qu'on a évoquées, y compris d'ailleurs des ressources humaines, qui touchent le commerce aussi, est-ce que ça peut avoir un effet durable sur le comportement des consommateurs, un effet de cliquer à la fois sur leur façon de consommer, leur façon d'acheter, je sais pas, moi peut-être finalement acheter plus local, avec plus de frugalité, peut-être un peu plus de patience à la livraison. On sait à quel point dans le domaine du e-commerce, qu'on étudie beaucoup dans cette chaire, évidemment, Retailing 4.0, on sait à quel point il y a des niveaux d'exigence invraisemblables de la part des consommateurs sur le délai de livraison, etc. Est-ce que cette modification de l'amont des filières de la consommation peut avoir, à votre avis, des effets durables sur le comportement des consommateurs? Je ne sais pas, Monsieur Brier, vous voulez peut-être réagir en premier, puis on laissera aussi nos avis témoigner. Alors, pour le coup, si on devait faire un pari, je dirais que oui, accessoirement. Pourquoi je dirais que oui? Parce que déjà, bien avant tout ça, on voyait déjà en fait un changement de demande de consommation en fait dessus. Et alors, dire que le consommateur veut que du français, oui sur le papier, mais en pratique, il veut quand même le meilleur rapport qualité-prix. Donc, pour le coup, il veut quand même le moins cher, accessoirement. Donc, il veut le français, mais moins cher. Donc, c'est... Oui, parce qu'il y a une conscience écologique qui n'y avait peut-être pas il y a 15-20 ans quand même, pour moi. En fait, alors moi je parle pour mon métier. En fait, là je parle vraiment que pour mon métier. La chance que nous avons nous dans les jardineries, c'est que on vend de la nature et on vend de la protection de la nature et on vend en fait de quoi produire quelque chose. Et donc le fait de pouvoir produire des légumes, de pouvoir améliorer la nature, ça aide beaucoup. Donc effectivement, il y a du changement dans cette consommation et on pense que ça va être durable, mais vous l'avez dit, paradoxalement, voilà, le client, comme je disais, le client veut du français, mais pas cher. Donc s'il ne trouve pas, il prendra l'européen ou l'asiatique. Et aussi, comme vous l'avez dit, donc dans votre méthode, dans la méthode de livraison, dans la méthode de consommation qu'il souhaiterait, il veut tout de suite. Globalement, en fait, il n'y a pas encore cette notion de dire, globalement, enfin, avant un produit, vous pouviez l'avoir tout de suite, on le commandait, vous l'aviez en une semaine. Là, les délais de livraison se sont vraiment agrandis, c'est-à-dire un produit asiatique, il fallait entre 3 semaines et 3 mois, 3 mois maximum. Globalement, un produit asiatique, on est plutôt entre 3 et 7 mois maintenant pour l'avoir. Donc, globalement, un produit, il faut être prêt maintenant à attendre, en fait. Et donc, c'est peut-être ce qui va changer. À la limite, ce que je vais dire, c'est voilà, c'est là où ça peut changer. Merci, Monsieur Morisset. Madame Gauche, sur la même question. Ah. Nos amis sont déconnectés. Alors, là, c'est bon. Voilà, vous êtes de nouveau avec nous. Voilà, c'est compliqué parce que je n'arrête pas d'être déconnectée et j'ai pas bien entendu la question. Donc, j'ai entendu la réponse. La question, c'est de savoir si ces éléments liés à l'amont et pas du tout à la sociologie des comportements, etc., mais liés aux ressources, est-ce que ce soit les ressources humaines, les ressources matérielles, l'inflation des matières premières, etc., est-ce que ça peut avoir un effet durable, un effet de cliquer sur le comportement des consommateurs ou des acheteurs? C'est plutôt des acheteurs puisque ce sont des vétérinaires. Alors, mais in fine, le consommateur final, évidemment, c'est du B2B2C, donc vous pouvez aussi avoir des choses à dire sur le consommateur final. Alors moi, je vois très bien qu'aujourd'hui, nos consommateurs, donc on va parler des propriétaires de chiens et de chats, ils font confiance à des grandes marques qui sont médiatisées. Moi, mes concurrents, c'est Royal Canin, etc. Et donc, ils vont regarder sur la qualité des produits. Par contre, sur les plus petites marques comme les nôtres, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il va regarder vraiment pour acheter du français. Donc, toujours dans la même optique de ce que disait Serge Briette, aujourd'hui, je pense que les consommateurs sont très attachés à tout ce qui est fabrication française. Et c'est vrai que ça nous permet aussi le fait d'avoir... alors, nous, on est de la fabrication française, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Ça nous permet de réagir très rapidement par rapport à la demande. Donc, même analyse que M. Brier, c'est-à-dire que la situation actuelle aura joué le rôle de catalyseur de tendance qui était clairement en émergence.
Monsieur Morisset, sur la même question. Oui, alors dans la continuité, moi je parlais d'opportunité. Je pense clairement que toute cette complexité génère une opportunité. Et je pense que d'un point de vue consommateur, celui-ci est plus regardant qu'avant. Sur du très court terme, on le voit aujourd'hui, hein, on a des consommateurs ou des chefs restaurateurs qui refusent catégoriquement du sourcing russe. Donc, ce qui nous concerne peu, mais le peu où on est concerné, en effet, on change de sourcing. On fait ça de manière immédiate. Mais sur le plus long terme, il y a des attentes. Le client demande les origines, demande aussi, je pense que c'est l'enjeu de demain, d'avoir la confirmation sur l'intégralité de notre chaîne. On est en fin de chaîne, on est responsable de l'amont. Et je pense qu'on a une responsabilité depuis la plantation jusqu'à l'aval. Sur la qualité en termes d'origine, mais aussi d'empreinte carbone et de durabilité. Voilà, donc oui, c'est une opportunité et il faut y aller parce que demain, ce sera une obligation. Merci. Alors, je vais réinduire la question auprès du professeur Daniel à un niveau macro-politique et macroéconomique. Est-ce que cet effet de système extérieur, multicausal, etc., est-ce que ça risque d'accélérer plus que des politiques publiques, incitatives, etc., la relocalisation dont on avait beaucoup parlé à l'époque des masques de l'industrie française? Alors, je suis assez réservé sur cette affaire. Il y a eu un salon récemment du Made in France et on a demandé à l'INSEE de faire une étude sur, dans le panier du consommateur, combien il y avait de produits Made in France. Alors l'INSEE a dit, mais c'est impossible de déterminer parce que dans la chaîne de production, il y a des produits qui arrivent et puis après ils sont transformés, puis après bon. Et ils considéraient que, en fait, 80% des produits avaient l'essentiel. Alors, pas exclusivement, mais l'essentiel de leur valeur ajoutée créée qui avait été réalisée en France. Pour une raison simple, c'est qu'effectivement, dans les pays qui sont les pays en voie de développement, les pays émergents, la valeur ajoutée est encore assez faible. Et donc, le deuxième élément, c'est que après, sur la traçabilité, sur le consommateur reste quand même très attaché au prix. Il y a deux exemples qui sont en cours. Il y a l'histoire du bio, c'est-à-dire que le bio est affiché comme étant l'avenir et tout ça, mais les prix sont tels que les consommateurs se rabattent malgré tout vers les produits plus ordinaires parce qu'ils trouvent qu'il y a un écart de prix trop important pour justifier leur réorientation de production. Et puis il y a un exemple, alors très macroéconomique, qui est une stratégie qui avait été mise en place par Ceylan. Ceylan, c'est le Sri Lanka, c'est le premier producteur mondial de thé quotidien, c'est-à-dire du thé qu'on consomme au petit déjeuner. Et ils ont mis en place un programme avec la Banque mondiale, qui est un programme de transformation systématique de la production du thé en thé durable, avec une agriculture durable, bio et tout ça, une montée en gamme et tout. Et ça fait partie des débats qui entre la Banque mondiale et le FMI, parce que maintenant, le Sri Lanka est sous tutelle du FMI, parce que les exportations de thé du Sri Lanka se sont effondrées. Toujours pareil, parce que le prix était trop important. Et donc, je pense que effectivement, le consommateur est sensible à tout un tas d'aspects, mais à la fin des fins, lorsqu'il est devant le rayon, il regarde quel est le prix et il regarde comment fonctionne la concurrence. Et donc, miser tout exclusivement sur la relocalisation, le fait qu'on va faire du local et tout ça. Enfin, dernier élément, je pense qu'un des enjeux de l'économie française dans un contexte de libre-échange, c'est quand même de chercher les endroits où elle a ses avantages comparatifs. Se mettre à refabriquer du textile, à refabriquer, ça me paraît pas forcément l'avenir. En revanche, le secteur éducatif, par exemple, c'est l'enseignement supérieur est le secteur qui génère à l'heure actuelle la plus grosse progression du chiffre d'affaires au niveau mondial. Et donc, chers collègues, oui, sauf que si la France, il y a 5 ans, était le 4e pays accueillant des étudiants étrangers, on a reculé derrière l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on est supposé avoir une langue qui est une langue mondiale et ayant un écho mondial, alors que les Allemands ont une sphère d'influence linguistique relativement faible. Et on est passé derrière eux. Et donc, je pense que si on doit faire de la qualité, on doit faire de la qualité dans les endroits où on a des avantages comparatifs et se résoudre à l'idée qu'il y a une partie de notre secteur économique qui vont disparaître et qui seront systématiquement délocalisés.
Il y a quand même dans ton discours, à la fois tout à l'heure et tout au long de la discussion, un personnage, une figure allégorique toujours présente, que j'aime beaucoup, qui est le commissaire-priseur marshallien. Valracien. Valracien, oui, tout à fait. Il y a toujours cette idée. Valracien. Oui. Non, il y a toujours cette idée que c'est la concurrence qui est l'enjeu ultime de tout ça et que le consommateur raisonne véritablement de façon concurrentielle. C'est-à-dire que le consommateur ne subit pas son destin, le consommateur, et il le fait d'autant plus maintenant. La dernière fois que j'étais intervenu, j'avais dit le commissaire-priseur valracien, c'est le téléphone, parce que le consommateur maintenant a véritablement le moyen de faire jouer la concurrence en allant regarder où sont les prix et surtout le lieu d'achat est totalement dématérialisé. C'est-à-dire, on le voit bien, la montée en puissance d'Amazon par rapport au libraire, c'est une attente du consommateur parce que il peut faire jouer la concurrence. Et le deuxième élément qui est un élément assez clair, c'est ce que dit notre président de la République. Il a le meilleur moyen de faire du pouvoir d'achat, c'est de travailler. Augmenter le travail. Et donc c'est soit l'augmenter en quantité, soit l'augmenter en qualité. Et je pense qu'on a plutôt intérêt, si on veut avoir du pouvoir d'achat, à faire jouer la concurrence et le commissaire-priseur valracien pour le consommateur et à faire en sorte que le producteur soit de plus en plus agile, robuste et stratège. Merci. Est-ce que Madame la coordinatrice générale a-t-on d'autres questions ? Parfait. Eh bien, écoutez, il nous reste à remercier nos intervenants de ce matin pour l'extrême qualité de leur présentation et honnêteté aussi. J'ai été très frappé par le fait que tous avaient montré, dévoilé, etc., des actions à mettre en œuvre et mises en œuvre dans vos entreprises. C'est vraiment très, très aimable de votre part de nous faire partager et de faire partager à ceux qui nous suivent. Et puis, c'est aussi ce dialogue qui nous est très cher dans le domaine de la chaire, enfin des chaires en général à l'ESCP et de cette chaire Retailing 4.0 en particulier, qui est de faire dialoguer effectivement la recherche avec le monde professionnel, tout ça autour de thématiques assez concentrées. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril. Quel jour du mois d'avril ? Le 6 avril. Alors là, nous allons revenir plus dans une dimension justement digitale avec très 4.0 voire 5.0, puisque j'avais il y a bien longtemps avec notre précédent président, Michel-Édouard Leclerc, nous avions imaginé cette notion de commerce 4.0 avec effectivement les algorithmes, tout ce que tu disais, la mobilité, etc., au service du commerce. L'arrivée des métaverses et des univers virtuels peut-être va nous faire entrer dans le retailing 5.0. La grande question sera, est-ce que nous vivrons dans des univers commerciaux virtuels et nous achèterons des produits virtuels, ou est-ce que nous vivrons dans des univers virtuels tout en achetant des produits réels grâce notamment à la livraison à domicile? En d'autres termes, est-ce que les métaverses, avec le live shopping et avec tous ces univers beaucoup plus vivants et sensoriels dans le domaine du digital, vont progressivement compléter, voire remplacer les sites marchands? Comme ça se passe déjà en Asie avec le social selling, où on achète à travers les réseaux sociaux et autres, ou est-ce que c'est un phénomène plutôt conjoncturel? Est-ce que c'est une vraie révolution? Comment ça va impacter le commerce digital, c'est-à-dire à la fois physique et digital, etc., etc. Et puis effectivement, cette question un peu ultime, qui à mon avis, est une étape complémentaire de la fétichisation de la marchandise chez Marx dans le Capital, c'est est-ce qu'on va vers des marchandises virtuelles? J'avoue que pour l'instant, dans l'alimentaire, la question se pose relativement peu, mais même dans le domaine non alimentaire... J'espère que sur le domaine alimentaire, on va pas aller dans le virtuel. J'aurais encore du mal à acheter des cravates purement virtuelles, mais enfin, dans tous les cas, toutes ces questions, nous les poserons la prochaine fois et nous vous donnons rendez-vous donc le 6 avril pour le 44e petit déjeuner du commerce 4.0. Voilà, merci à toutes les équipes techniques, merci à nos conférenciers qu'on peut encore applaudir. Et à la prochaine fois.